Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Gwen et bonsoir Aurélie. Donc on se retrouve Bonsoir Anaïs. pour ce nouvel entretien du coup du mardi 31 octobre sur le sujet de l'enseignement, de la recherche et de la France qui sabote son avenir. Du coup, avec moi ce soir, j'ai Aurélie Biancarelli, qui est adjointe communiste au maire de Marseille, en charge des questions d'enseignement supérieur, de recherche et de vie étudiante. Bonsoir Aurélie. Bonsoir Anaïs, bonsoir Gwen. Et j'ai aussi Gwen Thomas Alves, qui est le président du syndicat lycéen Fidèle. Salut Gwen, comment Bonsoir, vas-tu? Ça va? ça va, super au top. Je suis très contente de vous retrouver tous les deux. Je vous avoue que c'est un peu une parenthèse d'oxygène dans l'actualité qui est très lourde. On en a déjà parlé la semaine dernière et celle encore avant. Voilà, on sait tous de quoi je parle, notamment ce qui se passe en Palestine avec le génocide en cours par le gouvernement israélien. Referme la parenthèse, on aura peut-être l'occasion d'en reparler plus tard, mais voilà, ça fait, je pense, j'espère que ça va nous faire du bien à tous de pouvoir continuer de s'engager bien sûr pour les droits du peuple palestinien, mais voilà, pour cette heure et demie passée ensemble, de pouvoir parler d'un autre sujet qui est donc celui de l'avenir de la France et de la politique d'enseignement supérieur et d'enseignement supérieur et de recherche de la France. Donc peut-être pour les personnes qui ne connaissent pas le principe de cet entretien, donc on est sur la chaîne Minerva, qui est la chaîne Twitch du média No Révolution, ce format d'entretien, il est séparé en deux parties. D'abord une première partie où on discute ensemble d'un article qui a été publié sur le média du coup Nos Révolutions. Pour ça, du coup, aujourd'hui, on discutera avec Gwen de l'entretien qui a été publié et voilà, qui a été tenu en lui posant des questions. Et donc, on pourra revenir sur cet article qui est disponible sur le site Nos Révolutions. Et ensuite, on passera une heure à discuter tous les trois autour de la question du coup du sabotage par la France de son avenir, notamment en matière de recherche et d'enseignement. Voilà, est-ce que peut-être je vous laisserai vous présenter tous les deux, je vous ai présenté très brièvement, mais peut-être nous expliquer un peu en quoi c'est pertinent que je... Enfin, moi je sais pourquoi c'est pertinent de vous avoir invité sur cette question-là, mais peut-être que vous pouvez nous dire voilà, deux mots sur voilà, votre engagement et les sujets sur lesquels vous travaillez au quotidien. Peut-être d'abord Gwen. Oui, bah non, bah alors moi du coup je suis Gwen, syndicaliste lycéen dans le Val-de-Marne. Et non, non, mais c'est des questions qui sont beaucoup d'actualité. En fait, depuis septembre, déjà, on a eu énormément de choses qui ont changé dans les lycées avec la réforme du baccalauréat, la politique à la fois sexiste et islamophobe de Gabriel Attal concernant les abayas, et avec un grand problème de professeurs, on a juste une grosse pénurie de professeurs. Et ça, en fait, ça s'additionne avec tous les problèmes qu'on connaît déjà depuis maintenant l'arrivée d'Emmanuel Macron. Donc une baisse de moyens, une baisse de budget, une baisse de DAG, peut-être qu'on pourra y revenir après, et également un problème assez général sur la santé mentale des jeunes et qui s'est d'ailleurs aggravé avec ce qui s'est passé à Arras il y a maintenant 2 semaines. Ouais. Ouais, bah, du coup, c'est assez engagé sur tout un tas de problématiques et de sujets sur lesquels on va revenir tout au long de cette heure et demie ensemble. Aurélie, peut-être que tu peux aussi te présenter. Du coup, pour ma part, j'allais dire, c'est dans la continuité de mon engagement qui a commencé il y a maintenant quelques années sur les bancs de l'université lorsque j'étais étudiante. Mon engagement, il s'est construit à travers quelques questions qui étaient des questions hyper structurantes pour moi, hein, la lutte contre la précarité étudiante, la place du savoir dans la société, de la production du savoir, hein, donc des universités, des laboratoires de recherche, et puis cette interaction science-société qui, à mon sens, est un vecteur de progrès. Et dans la continuité de cette action militante, aujourd'hui, je suis adjointe au maire de Marseille. Et donc, dans le cadre de ma délégation, j'espère réussir à mettre en œuvre des politiques publiques qui, à l'échelle du territoire de la ville de Marseille, sont de nature à pouvoir soit améliorer les conditions de vie des étudiants, lutter contre la précarité, et puis aussi avoir une vision, j'allais dire, un peu globale de ces enjeux de rapport science-société, technique-société, et pouvoir justement contribuer à cet enjeu démocratique majeur
qui se situe dans ce rapport-là. Et puis avec une préoccupation, quand on est adjointe à l'enseignement supérieur et la recherche, la vie étudiante, c'est l'avenir des étudiants et des étudiantes. Alors je suis désolée, hein, je sais que c'est pas très à la mode, mais moi je vais féminiser. Je sais que ça fait l'objet d'un débat et que D'un le débat neutre houleux et vraiment voilà, le neutre serait ancré masculin, mais vous dans les m'excuserez, priorités. je prendrai une position militante sur la question et j'assumerai de parler aux deux moitiés de l'humanité et en fait à tous les étudiants et toutes les étudiantes, quel que soit comment est-ce qu'ils se positionnent. Et donc du coup, ça fait partie aussi de ces questions-là. Hein. Ces étudiants, ces étudiantes, c'est l'avenir de notre pays. Et lorsqu'on mise sur la jeunesse, et ben en fait, on mise sur se donne les moyens de construire l'avenir et de répondre aux grands enjeux qui se posent à nous, mais qui se posent surtout à vous, les étudiants, les lycéens d'aujourd'hui. Quoi. Je ne sais pas si j'ai été très claire. Très C'est très. très clair, franchement. Et d'ailleurs, du coup, je vais peut-être en profiter. Tu m'as prévenu avant l'émission que vu que tu es une élue très sollicitée, tu es d'astreinte ce soir. Donc, il est Oui, possible qu'on soit interrompu par un appel c'est inopiné ça. ou des gens qui tapent à ta porte. C'est ça. Mais je vous promets que je sortirai de mon bureau et je vous laisserai travailler tranquille pendant que moi je réglerai d'autres problèmes. On Mais t'attendra avec je fais ça patience. discrètement. Ou pas. J'en profite aussi pour dire bonjour à Choura et Soupe au poivre dans le chat. Et à remercier d'ailleurs toutes les personnes qui nous écoutent. Et vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs. Je fais un peu un petit moment autosatisfaction parce que je suis un peu contente. On a dépassé les 250 vues sur notre dernier entretien. Ce qui, quand on regarde les chiffres faramineux de plein d'autres chaînes YouTube, n'est pas extrêmement exceptionnel. Mais je suis contente parce que ça progresse et ça montre que de plus en plus de personnes s'intéressent à ce qu'on raconte et au contenu de nos vidéos. Donc je suis contente. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch et à la chaîne YouTube. Ça me fait très bizarre de dire ça. C'est très drôle. Mais bref, en tout cas, voilà. Il y a une vraie influenceuse. Ouais. Non, mais voilà, voilà, c'est important parce qu'il y a vraiment un contenu de qualité. Grâce à nos invités et du coup voilà je trouve que c'est important non seulement de travailler sur le contenu mais bon si ça n'est pas diffusé c'est dommage donc voilà abonnez-vous, invitez des personnes que vous connaissez à s'abonner également et voilà je vais pas être plus longue avec cette petite intro qui a déjà un petit peu duré et on va tout de suite commencer du coup cet entretien avec ton article Gwen qui s'appelle Après la Covid, le mouvement des retraites a redonné force et unité aux syndicats lycéens. Tout d'abord, tu nous as déjà un peu dressé l'état des lieux de la rentrée étudiante quand tu t'es présentée, parce que voilà, c'est un peu les sujets qui font l'actualité, j'imagine, du coup forcément dans les lycées, mais plus largement voilà, dans l'enseignement et dans l'enseignement supérieur. Tout d'abord, pourquoi ce titre Pourquoi tu dis que le mouvement des retraites a redonné force et unité aux syndicats lycéens. Peut-être avant d'aller dans le fond de tout ce que tu racontes, pourquoi ce titre? Bah alors en fait oui c'est ce que je racontais en fait pendant l'interview, c'est que il y a eu le Covid qui aurait été enfin quand même duré plusieurs années, et ce qui a fait qu'on a eu du mal à se développer puisque quand les lycées sont fermés c'est quand même assez compliqué d'aller tracter devant un lycée où il y a pas de lycéens quoi, tout de suite ça a beaucoup moins d'intérêt militant et du coup donc oui et puis en plus il y a eu quelques crises de direction enfin chez toutes les organisations syndicales lycéennes, et avec le mouvement contre la réforme des retraites on a réussi en fait à avoir un cadre vraiment unitaire, à faire des intersyndicales ensemble, des actions ensemble, comme ce qu'on a pu faire devant le ministère de l'Éducation nationale pour alerter sur la casse du lycée, et ce qui nous a permis en fait de avoir une force majoritaire au sein des établissements et en fait dans la rue, puisque la réalité c'est que pendant le mouvement social on a aussi un peu dicté à notre façon, en tout cas médiatiquement parlant, le mouvement social, notamment au moment où il y a eu le 49.3, et je pense on pourra y revenir, mais c'était quelque chose d'assez incroyable pour la jeunesse je trouve. C'était un débat au lycée, ça m'intéresse parce que moi du coup ça fait un petit moment que j'ai pas été au lycée et c'est une discussion qu'il y avait autour de toi, le 49.3, les débats à l'Assemblée, etc. Bah, pour le coup, mais déjà, il y a un chiffre, enfin, j'ai plus le chiffre en fait, je sais pas pourquoi je dis, hein, il y a un chiffre, mais il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que il y a l'ICP qui avait montré que pendant la réforme des retraites, il y avait énormément de gens qui regardaient les débats parlementaires.
Et on peut pas dire que franchement que ce soit la chose la plus intéressante au monde. C'est-à-dire que, enfin, il y a des séries sur Netflix, sur toutes les chaînes, etc. Et les gens regardaient quand même LCP. Et en fait, on voit bien que il y a des gens qui s'intéressent en fait à la politique et même à la politique pure, dans le sens le plus noble du terme, on va dire, c'est-à-dire les débats à l'Assemblée nationale, la Maison du peuple, etc., etc. Et au sein des lycées, ouais, effectivement, il y avait cette forme de débat qui s'était imposée sur le 49.3, alors que c'est pas un article, enfin, ni même la Constitution du tout. C'est pas quelque chose en fait qu'on voit au lycée. Et là, pourtant, ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a vu justement, on s'y est intéressé, on s'y est attardé, et on a pu débattre en fait de ça. Et ce qui a fait qu'il y avait beaucoup plus de jeunes dans la rue et beaucoup plus de lycées bloqués après le 49.3 imposé par Macron et son gouvernement. Tu parlais du fait que le confinement et enfin voilà, comment dire, un peu atomisé le quotidien des gens. Bah voilà, c'est quand même un quotidien qui a été quand même assez transformé avec beaucoup plus bon, pour les gens qui travaillent, de télétravail, mais également bah, pendant toute une période, ça a été aussi des cours voilà, potentiellement en distanciel selon les écoles et selon les formations. C'est quelque chose qui est assez large. Enfin, Aurélie, peut-être que tu pourras en parler, mais à l'université aussi, ça a énormément changé la manière de s'organiser. Et donc, du coup, au lycée, effectivement, j'imagine que ça a quand même pas mal bouleversé la manière de débattre et de mobiliser et de comment dire, rendre possible l'engagement des lycéens. C'est aussi quelque chose qui se voit beaucoup à l'université où les gens sont de plus en plus isolés, quoi. C'est assez transgénérationnel, quoi. Bah, si je peux me permettre de faire une petite insertion, même si moi je suis plus dans les mouvements étudiants et dans les mouvements de jeunesse, dans les orgas de jeunesse, moi ce que j'ai constaté depuis la position qui était la mienne, hein, parce que quand on est élu en 2020, on arrive en plein pendant la crise Covid, c'est que ça, en tout cas sur l'aspect vie étudiante, ce que je constate sur le territoire de Marseille, c'est que ça a percuté des habitudes de vie étudiante. Sachant que bah, c'est un peu comme le mouvement lycéen, la vie étudiante, on n'est pas étudiant très longtemps, enfin en tout cas quand ça se passe bien. Et donc en réalité, il y a un turnover dans les associations, il y a un turnover dans les organes de jeunesse, qu'elles soient syndicales ou politiques. Et donc ça nécessite de former très régulièrement les gens et de ne pas avoir de perte permettez-moi l'expression de vieil apparatchik, mais de perte de cadre politique. Et donc, en fait, cette absence de cadre sur une, deux, trois générations en termes d'années universitaires ou d'années scolaires, ça a aussi conduit à une déstructuration de la vie étudiante, à une perte d'habitudes militantes, et il a fallu réapprendre. Et en même temps que ça s'est passé, ce qui est hyper intéressant aussi sur la même période, c'est qu'il y a eu une vraie mobilisation, en tout cas sur la vie étudiante, de mobilisation par les pairs, pour organiser la solidarité, avec une limite à ça, qui est que le gouvernement s'est très fortement déchargé de ce qui aurait dû être son rôle en matière de lutte contre la précarité étudiante sur les associations de jeunesse, sur les associations caritatives. Et donc, ça a aussi déstructuré ce qui devrait être l'organisation de jeunesse étudiante et ça les a amenés à beaucoup se concentrer, à mon sens, et c'était nécessaire et je suis la première à les soutenir, hein. Mais c'est le cœur d'action d'un syndicat étudiant ou d'un syndicat lycéen, ou c'est pas d'organiser des collectes alimentaires, c'est de porter des revendications qui sont de nature à transformer la vie des étudiants. Et donc aujourd'hui, on est dans une situation qui a été difficile, je pense, pour ces organisations. Parce que je voulais du coup demander à Gwen de rebondir là-dessus, mais peut-être Aurélie, je pense que tu as quelque chose qui. Peut-être baisse le son vu que tu n'as pas de micro, mais peut-être baisse le son un peu de ton. Parce qu'on a un peu un écho. Je pense que le chat aussi l'entend. Ouais, c'est bizarre. Voilà, non mais c'est juste histoire. Bon voilà, essaye de regarder. Après, c'est pas ultra gênant, j'ai l'impression. Mais voilà. Mais du coup, Wen, ouais, ça fait écho ce que racontait Aurélie sur la transformation de. Enfin, comment dire, les difficultés qu'il y avait pu avoir dans la formation et dans l'organisation syndicale. C'est très fortement. Tu m'as entendu, Wen, ou pas? Déchargé. Je pense qu'il y a un bug de son côté. J'ai l'impression que c'est lui qui a un Ouais, parce qu'en fait, je m'entends en écho, en fait. Mais en décalé énormément. Ouais. Et le pauvre, ça a l'air d'être compliqué à suivre pour lui. Peut-être, Gwen, quand tu nous entends, essaye de te déconnecter, de te reconnecter. Ah là, j'ai l'impression que ça a arrêté de bugger.
Bon, ça arrive, les problèmes de connexion, malheureusement. Mais ouais, non, j'ai l'impression qu'ils nous entendent pas. Malgré 3 ans de visio, on n'est pas encore C'est fou, totalement, c'est fou, hein. totalement. C'est dingue. Dans Et toutes oui, les hein, réunions, il y a toujours des problèmes de connexion et tout, genre. comme quoi, ça ne remplacera jamais le présentiel. Oh, mais il doit être en train de stresser. Bon, bah, peut-être juste, je vais lui envoyer un message, comme ça, peut-être qu'il le verra, parce que là, j'ai l'impression que c'est un peu en décalé. Qu'est-ce que je voulais dire Qu'est-ce que je sais, du coup, je suis complètement perdue parce que moi j'avais envie de poser des questions à Gwen. Ouais, enfin, du coup, Aurélie, toi, voilà, c'est une question que je voulais poser à Gwen à la fin, mais t'as l'impression que c'est quoi, toi, dans ton quotidien avec les jeunes que tu peux croiser et qui, du coup, sont aussi souvent des anciens lycéens, et donc, enfin, bref, c'est un peu une génération qui a des débats similaires. À ton avis, c'est quoi, enfin, les attentes de ces jeunes envers la gauche en termes de revendications, etc. Alors, c'est une position, la mienne, qui est une position d'élu. Donc, je pense que j'ai aussi des attentes qui relèvent, enfin, les attentes qui me reviennent sont aussi des attentes qui reviennent à l'élu. Donc, je pense qu'il y a un prisme qui est forcément un peu déformant là-dedans. Moi, les questions qui me reviennent beaucoup, c'est des questions de démocratie. Quelle est leur place dans la prise de décision? Comment est-ce qu'ils sont associés à la prise de décision? Et finalement, quel que soit le sujet. Et les sujets, ils sont super vastes. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Depuis des enjeux qui sont très centrés sur des questions de lutte contre la précarité, jusqu'à des enjeux écologiques, de développement durable, d'insertion professionnelle en lien avec leurs valeurs et leur sens. Moi, c'est des choses que j'avais en tête à titre personnel quand j'étais étudiante. J'avais pas envie d'être une ingénieure qui travaillerait pour une boîte qui bombarderait des gens. Enfin, Et même c'est si des c'était pas débats la qui boîte, sont mais vachement. Enfin, dans les écoles c'est ça. d'ingénieurs, c'est vachement. Mais moi, je voulais avoir un métier qui ait du sens. J'ai choisi de faire de la recherche pour avoir du sens. Enfin, voilà. Ces questions-là, pour moi, elles étaient importantes, mais j'avais pas le sentiment que c'était quelque chose qui était partagé. Et finalement, c'est pas si vieux que ça, hein. Ça a une dizaine d'années aujourd'hui, cette question-là pour moi. Et en même temps, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est devenu une question générationnelle, avoir du sens. Donc avoir du sens dans son engagement, avoir du sens dans sa vie, avoir une vie qui a du sens professionnellement, personnellement, etc. Et d'avoir une dimension démocratique là-dedans, c'est-à-dire d'être partie prenante de la prise de décision. Et d'être vraiment associé à la prise de décision, ce qui m'a d'ailleurs conduit dans le cadre des politiques publiques que je construis, hein, à chercher à associer le plus possible les étudiants, les étudiantes, les associations étudiantes et étudiants. Et donc du coup, j'avais lancé un espèce de concept un peu rigolo, un peu sympa. En tout cas, moi, j'appréciais beaucoup ce concept et j'espère qu'on va le faire perdurer, même si on le fait évoluer. Mais on rencontrait les étudiants sous forme de goûter / ça finissait quand ça finissait. Et donc, on discutait jusqu'à ce que tous les sujets soient traités. Et en fait, du coup, j'ai créé un conseil marseillais de la vie étudiante. Ah bah ça y est, je me fais entendre. Tu es le Ouais. retour. Tu nous entends bien? De quoi, pardon? Tu nous entends bien? Désolée, Ouais, du coup, super, Aurélie, ouais. je t'ai coupé. Mais essaie de mettre des écouteurs pour pas qu'il y ait de retour. On va voir si ça fonctionne. Et voilà. On avait fait des tests avant. Bon, écoutez, on a toujours des petites aléas. Excuse-moi, du coup, Aurélie, on t'a Non, coupé. du coup, je disais juste que j'ai créé un conseil marseillais de la vie étudiante parce que je voulais associer les étudiants et les étudiantes aussi bien individuellement que dans le cadre collectif dans lequel ils ont choisi de militer, de vraiment pouvoir les associer aux prises de décision qui les concernent et à la construction des politiques publiques qui les concernent. Moi, je pense que c'est comme pour tout, la question, c'est c'est de toujours ramener la prise de décision politique dans le réel. Au service des gens. Mon mandat, il n'est pas pour moi, il est pour les étudiants, pour la communauté universitaire. Et donc, à partir de là, il faut travailler avec eux à partir de leur réalité. Et c'est ce que j'essaye de construire. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, qui était en fait assez large et hyper transversale. Oh là là. Mais voilà. Bah écoute, j'allais reposer une question à Gwen, mais il a redisparu, je pense que... On a un vrai problème de son. Du coup, c'est la question que je voulais poser à Gwen, mais je vais te la poser à toi et j'espère que ça va rapidement se régler parce que c'est un peu dommage. Non, il est de retour. Ouais. Cette fois-ci, je suis bon, c'est bon, non, je suis désolé. Ouais, t'inquiète. On m'entend? Oui, est-ce que tu nous entends bien toi aussi? Oui, j'entends parfaitement. Victoire. Victoire.
Du coup, je voulais te demander, Gwen, Aurélie disait en gros que elle a créé à Marseille un conseil de la vie étudiante parce que c'est important, déjà que pour les jeunes, ce qu'elle identifie en tout cas comme une aspiration assez générale et assez partagée, c'est un désir d'avoir du sens dans la vie, et c'est y compris une aspiration qui est de plus en plus transgénérationnelle, d'autant plus quand on voit les crises qui sont en cours, et qu'elle a créé du coup un conseil de la vie étudiante pour aussi permettre de généraliser. C'est pas exactement ce que tu as dit, mais du coup, je dis ce que j'en pense, quoi. Je trouve que c'est une super bonne initiative parce que ça permet d'installer l'expérience en fait, quand on discute ensemble, quand on débat ensemble et quand on prend des décisions ensemble, en fait, on arrive à des conclusions et on arrive à des projets, etc., qui sont largement supérieurs en qualité que ce que nous propose le gouvernement, qui en fait eux n'ont juste qu'un intérêt, c'est de faire toujours plus de profit pour les entreprises, etc. Et leur intérêt, c'est pas du tout l'avenir du pays. Donc c'est assez intéressant parce que ça met aussi une expérience partagée. Mais bref, j'arrête de parler. Moi, je voulais surtout savoir, Gwen, ce que tu penses on dit beaucoup que... Enfin, on dit beaucoup. Il y a un discours à gauche, surtout à droite, mais qui gagne aussi à gauche, de dire que, en fait, les jeunes... on aime bien dire les jeunes avec une grande majuscule et un accent circonflexe sur le E. Les jeunes, du coup, leurs débats, c'est des débats qu'il vaut mieux éviter tout ce qui est le féminisme. Là, on l'a vu avec ce débat-là sur l'écriture inclusive au Sénat. Que ce soit le féminisme ou l'antiracisme ou l'écologie, tous ces sujets-là. En fait, si on les mène, c'est des sujets un peu radicaux, mais si on les mène, ça va favoriser l'extrême droite parce que du coup, en fait, on va perdre l'électorat de gauche et on va perdre l'électorat qui ne s'intéresse pas à ces questions et qui, pour eux, le vrai sujet, c'est c'est très schématique et un peu caricatural ce que je raconte, mais pas tant que ça. Et je voulais savoir ce que tu en penses, toi, de ce débat sur, en gros, est-ce que la radicalité, c'est quelque chose qui rassemble une majorité, qui peut rassembler une majorité, en tout cas chez les jeunes, ou est-ce qu'il vaut mieux éviter de parler de ces sujets qui divisent à gauche plus qu'autre chose? Non, je pense qu'il faut qu'il y ait aucun débat tabou à gauche parce que sinon on prendra jamais le pouvoir. Donc autant se poser les questions, même si c'est normal. Sur la question de la radicalité, oui, je pense qu'on a une jeunesse. Après, c'est pas seulement aujourd'hui, ça a toujours été comme ça. Mai 68, ça a été fait par des jeunes et très rarement par des gens de plus de 70 ans en réalité. Donc oui, la jeunesse a une part de radicalité qui est normale. Ça se remarque par leur engagement, où on n'est pas sur des formes traditionnelles d'engagement pour le coup. C'est vrai qu'il y a peu de jeunes qui vont voter, mais ça ne veut pas non plus dire qu'on a une jeunesse qui est dépolitisée. Au contraire, on a une jeunesse qui est massivement dans les associations et qui se pose en fait des questions et qui débat avec leurs amis, leurs connaissances, etc., etc. Et parmi les jeunes qui sont vraiment politisés, qui sont vraiment militants, surtout, ce qu'on remarque, oui, c'est qu'il y a une forme de radicalité. On va avoir beaucoup de groupements indépendants, même parfois aussi chez les lycéennes et lycéens, où moi je sais qu'il y a plusieurs groupes autonomes avec qui on s'entend bien, d'ailleurs, il n'y a pas de souci, mais qui ont des actions peut-être plus radicales. Après, pour moi, c'est hyper important qu'il puisse y avoir aussi ce mode d'expression de la radicalité chez les jeunes, parce que ça permet juste, oui, de montrer un ras-le-bol. Et puis, je pense que quand on est jeune, on reste encore utopiste et on reste encore idéaliste. C'est-à-dire Je pense qu'il faut rester utopiste et idéaliste toute sa vie, hein, je suis désolée, mais moi je pense que la question de l'utopie à gauche, elle est hyper importante parce que... Elle est primordiale, bien sûr. Parce qu'en fait, quand tu fais de la politique, et même lorsque je le dis tout à l'heure, au moment où ça a coupé pour toi, je dis qu'il faut ancrer l'action politique dans le réel des gens. Mais il faut l'ancrer avec une visée, et cette visée, alors il y a du court, moyen et long terme, mais à long terme, tu ne peux avoir qu'une visée utopique. Enfin, en tout cas, je pense que l'utopie est nécessaire, y compris dans le sens philosophique du terme. Et moi, je trouve qu'un truc que vous avez à nous dire, vous les jeunes, c'est quelle est votre utopie ? Parce qu'en fait, moi, je dois avoir 20 ans de plus que toi. Et clairement, j'ai 20 ans de plus que toi. Donc la réalité, elle est différente pour moi et pour toi. Mais aujourd'hui, c'est moi qui ai les responsabilités et la capacité à produire des politiques publiques. J'ai besoin de ton utopie pour construire le chemin. Donc je pense qu'en fait, la question de l'utopie, vous devez... presque l'imposer dans le débat. Mais je te laisse la parole. Désolée, je t'ai coupé. Non, mais il n'y a aucun souci. Mais c'est ça. Mais par exemple, sur la réforme des retraites, on a été... En fait, c'est ce qu'on expliquait. C'est pas seulement la réforme des retraites qui
qui nous embête et qui fait qu'on se mobilise. En fait, c'est que c'est tout un système qu'on remarque depuis 5 ans. Et ce qu'on a aussi dit, nous, c'était que c'était la goutte de trop, cette réforme des retraites. Enfin, la réforme des retraites, c'était vraiment le truc qui nous est sorti, mais pas derrière, il y avait aussi autre chose. Enfin, nous, les revendications qu'on a entendues sur les blocus, c'était pas seulement la retraite à 60 ans ou quoi que ce soit. Il y avait ça, évidemment, c'est le sujet maître de cette mobilisation, mais pas derrière, il y avait aussi Parcoursup, il y avait aussi les causes environnementales, il y avait aussi le féminisme, il y avait aussi l'antifascisme et l'antiracisme. Enfin, il y avait énormément de choses, des sujets lycéens et des sujets vraiment de société. Et avec, en fait, une ambition démocratique, d'ailleurs. On ne parle pas d'une révolution bolchevique en 1917, hein, mais une envie, effectivement, de vouloir changer Pourquoi le pas, monde. hein. Pardon. Et pourquoi pas. Après, nous on n'a pas dit qu'on était formellement opposé à 1917. Mais en tout cas, il y a fait effectivement cette envie, ouais, de changer le système en place, le système capitaliste dans lequel on vit. Et après, bah, ça s'exprime par plusieurs modes d'action. Et la radicalité ici entre en jeu, et c'est ce qu'on a pu voir d'ailleurs avec le mouvement écologiste, avec les soulèvements de la terre, où c'était effectivement une forme de radicalité. On ne demandait pas aux gens de trier leur mail ou alors de faire d'uriner sous la douche. C'était encore autre chose pour le coup. Là, c'était les méga bassines. Et oui, il y a eu une forme de radicalité. Après, est-ce qu'on peut qualifier on peut qualifier ces gens-là d'éco-terroristes? Non, bah non. En fait, je pense pas. C'est juste des gens qui ont une vision environnementale qui en réalité se rapproche très, très sincèrement de beaucoup de gens à gauche. Après, le mode d'action, on peut effectivement le remettre en cause. Moi, je ne veux pas dire non, ce mode d'action, il faut l'imposer à tout le monde. Moi, je défends ce mode d'action. Mais qu'on le remette en cause, pourquoi pas? Mais après, il faut avoir des raisons. Et quand on regarde aujourd'hui, et quand on a une démocratie qui est bafouée à coup de 49.3 et à coup de mépris social et à coup de violence policière contre des mineurs parfois, effectivement, je comprends que les gens se radicalisent. Hein, ça paraît logique. Et c'est la seule solution et le seul dessert que Macron nous sert, en fait. C'est que oui, bah, évidemment, oui. Donc on a des lycéens qui se prennent des coups de LBD, qui se retrouvent avec la rate explosée, des lycéens qui partent en garde à vue parce qu'ils ont dénoncé des violences policières. Mais évidemment qu'on se dit, bah, les manifestations, ça marche pas, je vais passer un cran dessus. Oui, ça paraît assez logique. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, enfin, si tu me Oui, permets de t'interrompre, ce que je trouve hyper intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, l'absence d'expérience démocratique dans le quotidien, parce que finalement, si je devais théoriser ce que tu es en train de dire, c'est en fait la négation par l'État des corps intermédiaires représentatifs, les syndicats, les associations, qui sont les modes classiques d'engagement, en fait, conduit la jeunesse à une forme de radicalité sur les sujets qui la touchent. Après, bon, les formes de radicalité sont extrêmement différentes et les jeunesses choisissent de s'engager différemment en fonction de leur vécu et de leur réel. Mais du coup, la question que moi j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce que quand on est un institutionnel, par exemple, quand tu es l'adjointe au maire de Marseille, par hasard, comment est-ce que moi je peux plus facilement engager le débat et plus facilement pouvoir avoir accès à cette discussion-là avec toute cette jeunesse dans sa diversité, dans la diversité des problématiques qu'elle pose, des questionnements qui sont les siens. Et comment est-ce que... moi, je ne suis pas opposée à différentes formes de radicalité, y compris celles que tu as évoquées, parce qu'en fait, elles sont l'expression d'une colère. Elles ne sont pas juste l'expression d'une folie ambiante, elles sont l'expression d'une colère, et la colère, elle est légitime parce qu'on se sent bafoué, parce qu'on n'a pas nos droits qui sont respectés, etc. Donc, comment est-ce que dans un rôle institutionnel qui est intermédiaire, qui est celui de l'adjointe, par exemple, ou celui d'un élu local, comment est-ce qu'on peut vous aider? Comment est-ce qu'on peut vous donner plus de poids, plus de parole? Comment est-ce que toi, tu perçois ton interaction avec ces élus-là? Non, bah, déjà, je pense qu'il y a plusieurs choses. S'il y a une jeunesse qui se détache de la forme traditionnelle du militantisme, donc droit de vote, enfin, le côté extrêmement institutionnel, je pense qu'il y a deux choses. C'est à la fois parce qu'on n'y a pas accès, enfin, en tout cas très tard, et d'où la raison pour laquelle il nous semble important de pouvoir mettre le droit de vote à 16 ans pour qu'on puisse accompagner des cours d'éducation morale et civique, passer en fait un côté matériel et pouvoir voter. Et également parce que la jeunesse aujourd'hui, enfin en tout cas la mienne, qui est née entre 2000 et 2005, on n'a pas connu autre chose que de la droite. Mitterrand, c'était 82, il me semble, ouais, 82. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le seul homme de gauche, selon les médias, qui est arrivé au pouvoir, c'était François Hollande. Et le truc, c'est que quand on compare entre 2012 et 2017, on ne peut pas dire qu'il y a eu de gros changements majeurs qui ont fait que la situation des jeunes, des plus précaires, ou alors de la population en général, s'est améliorée. Et donc oui, quand on entend ça, on se dit, mais à quoi ça sert de voter si à la fin, en fait, il se passe rien? Oui.
Et c'est très compliqué, je pense d'ailleurs, faire comprendre aux gens de dire, ouais, bah, le truc, c'est qu'on n'est pas encore majoritaire, mais c'est pour ça qu'il faut pouvoir se mobiliser, manifester, tracter, etc., pour qu'au moment, on soit majoritaire. Parce que je pense sincèrement qu'on est majoritaire dans les idées, Bien sûr. si on prend en compte l'abstention. Et après, sur comment pouvoir ramener les gens peut-être à un côté plus institutionnel, bah, ça passe vraiment, je pense, au niveau local. Après, bah, pour ça, il faut avoir des bons élus locaux, qui n'est parfois pas le cas dans les villes de droite, quoi. Mais oui, enfin, de mettre de mettre en place un conseil des jeunes, c'est extrêmement important parce que ça permet de donner la voix aux jeunes, alors qu'en réalité, on la donne très très peu la voix aux jeunes. Enfin, c'est pas quelque chose qui se fait vraiment. Et voilà, quand on la donne, en fait, c'est on écoute et sans mettre en place les choses, comme ce qui se passe avec le Conseil régional des jeunes en Ile-de-France et par Pécresse. C'est pas une grosse avancée pour le coup. On n'a pas changé le monde avec Pécresse, ni même enfin, du tout en fait pour le coup. Et d'où l'intérêt, oui, d'avoir des choses au niveau local qui puissent être faites. Et en fait, oui, bah, d'aller voir ce qui se passe et d'aller voir, ouais, c'est quoi l'utopie dont rêvent les jeunes. Et après, je ne vais pas parler moi, au nom de toutes les lycéennes et tous les lycéens, parce que bah, y a plein d'envies différentes. Mais en tout cas, oui, je pense qu'il y a sincèrement une envie de plus voir le mode d'organisation actuel, de plus le revoir, en fait, tout simplement. Et peut-être pour voilà, ceux qui ne sont pas forcément au fait des mobilisations qui ont lieu actuellement dans les lycées, c'est quoi les sujets sur lesquels les lycéens ont été mobilisés là cette année et aussi plus largement, qu'est-ce qui est prévu en 2024? Bah déjà, nous, on s'était mobilisés à la rentrée. On avait préparé une super campagne de rentrée sur le SNU, le bac pro et l'inflation, parce qu'on avait compris qu'il y allait y avoir une inflation. On a beau être lycéen, on sait quand même lire un document de la Banque de France. Et en fait, donc on avait vu, donc voilà, inflation qui se touche, et ben on fait un tract là-dessus. Après, le problème, c'est qu'on était un peu pris, on a un peu été surpris de la décision de Gabriel Attal, 3 jours avant la rentrée, d'interdire les abayas. Et puis, 4 jours après, Emmanuel Macron qui dit qu'il y a un lien entre Samuel Paty et des lycéennes qui portent une longue robe traditionnelle bédouine. On a été un peu ah oui, ouais, enfin, bref, on a été surpris. Et en fait, bah, cette surprise qu'on a eue, en fait, a fait qu'on a eu du mal, en réalité, à imposer nos sujets à nous, parce qu'on était confronté à ce débat. Et en fait, à partir du moment où on met une pièce pour répondre à ces accusations sexistes et islamophobes, et ben en fait, ça repart. Et c'est une polémique qui repart, qui repart, qui repart, et qui a seulement servi le fascisme, et qui, en plus de ça, a divisé beaucoup de gens au sein de notre camp. Alors que je pense qu'on a à peu près tous les mêmes valeurs à gauche. Et maintenant, ce qui va se passer en 2024, pour nous, il y a 2 sujets qui sont extrêmement importants. Ça va être le service national universel et la réforme du baccalauréat professionnel. C'est sur ces 2 sujets-là qu'on va être mobilisés, sur ces 2 sujets-là qu'on va bloquer les établissements et qu'on va essayer de les enlever parce qu'en fait, tout simplement, c'est extrêmement inégalitaire. Le SNU, on parle actuellement d'un programme qui est à destination en réalité des plus riches ou alors des fils de militaires. Quand on regarde les documents de l'INJEP, qui est un organe de statistiques du ministère de l'Éducation nationale, c'est très souvent des fils de militaires, des enfants aisés et des enfants qui se considèrent comme très bons à l'école qui partent au SNU. Et là, ce que essaie de nous imposer Emmanuel Macron et Madame Prisca-Thévenot, en fait, c'est une militarisation des jeunes avec à 6 heures du matin, on se lève pour chanter la Marseillaise. Alors qu'en fait, nous, on considère que c'est pas comme ça qu'on fait nation. Et comme Macron explique qu'il faut reciviliser les banlieues dans un article au point, bah, nous, ça nous dérange énormément, puisque, enfin, il n'y a pas besoin de reciviliser grand monde, en fait. Hein. Enfin, tout va bien. Dans les lycées, ça se passe relativement bien. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et la seconde chose, c'est sur la réforme du baccalauréat professionnel, où, alors là, en fait, c'est encore pire que tout. C'est vraiment donner de la chair à canon au patronat, avec une main-d'œuvre qui va être gratuite pour eux, qui va être à durée indéterminée, puisqu'en fait, il y aura encore plus de PFMP au profit, il y aura beaucoup plus de PFMP et très peu de cours fondamentaux à présent, donc anglais, français, mathématiques, etc. Et avec des suppressions massives de professeurs. Et ils pensent pouvoir faire avaler la pilule aux lycéennes et lycéens en filière professionnelle en leur expliquant ah, mais vous allez être payé à combien environ 2 euros de l'heure, ce qui représente extrêmement peu par rapport au salaire minimum en France. Et c'est là-dessus aussi qu'on va devoir mobiliser et expliquer. Nous, pour le coup, on a d'ailleurs assez confiance dans les lycéennes et les lycéens professionnels. On sait très bien que c'est pas des gens débiles comme ce qu'on peut entendre à la télé ou comme ce que le gouvernement essaie de nous faire comprendre. On sait très bien qu'ils vont comprendre très rapidement que 2 euros, ils pourraient demander vraiment beaucoup plus. Et ils pourraient aussi demander que ce soit d'ailleurs payé par les entreprises et pas par l'État, même si après il y a aussi une question de comment on fait pour rentrer en stage.
Hmm. Vous avez des débats sur la rémunération des lycéens ou pas? Notamment des lycéens pro, mais plus largement. Bah, pour le coup, c'est une question qui se pose. Il y avait même oui, la question de quand on est lycéen professionnel, est-ce qu'on est en formation ou alors est-ce qu'on est une sorte de travailleur? La question s'est beaucoup posée et même d'ailleurs chez les syndicats professionnels, elle s'est posée quand des syndicats professionnels se sont demandé est-ce qu'il faut qu'on syndique les élèves en filière professionnelle? Et nous là-dessus, on a une politique qui est très claire, c'est qu'on est contre, c'est que, enfin, on a certes, on a beau se spécialiser dans un métier, on a beau faire des stages en entreprise, c'est pas pour autant qu'on est travailleur en fait. On est en formation aux côtés de professeurs, d'enseignants, d'enseignantes qui sont là pour donner le savoir et on n'est pas des travailleurs. Et donc à partir de là, effectivement, la rémunération n'est pas quelque chose qui nous semble extrêmement pertinent. En revanche, ce qu'on remarque, c'est que c'est très très souvent des familles qui sont précaires. Et là-dessus, il faut faire quelque chose, puisque en termes de mixité sociale, le lycée professionnel, c'est un calvaire. Il y a quasiment que des familles précaires. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, oui, bah, on se retrouve dans une situation où effectivement, on a les lycéennes et lycéens en filière professionnelle ont envie d'être payés. Et on les comprend. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire non, il ne faut pas que tu sois payé, tu n'es pas un travailleur ou quoi que ce soit. À un moment donné, il y a une réalité qui se pose, c'est que bah, on parle de gens qui, parfois, c'est des familles monoparentales qui n'arrivent pas à assurer les fins de mois. Et là-dessus, on ne peut pas faire autrement que de dire oui, bon, bah, effectivement, il faut que vous soyez payé. Comment tu fais le lien avec la question de l'apprentissage qui est beaucoup posée à la fois dans les CFA, alors c'est pas les lycées pro, c'est encore un statut un peu différent, mais qui peut toucher des jeunes qui finalement passent quand même un bac pro, et le lien avec l'enseignement supérieur, en particulier dans les BTS, enfin, d'ailleurs pas que, hein, puisqu'aujourd'hui les dernières déclarations de Macron vont dans le sens de pousser le développement de l'apprentissage dans le supérieur, y compris à l'université. Tu fais ce lien comment? Parce que moi, je trouve ça très pertinent, ce que tu dis sur la précarité qui conduit à choisir l'alternance. On nous vend que mais non, ça serait mieux parce que c'est une insertion professionnelle, on touche immédiatement du doigt le sens de ce qu'on apprend. C'est vrai pour des tas de jeunes, et peut-être qu'il y a des tas de jeunes qui, arrivés à 20 ans, ont envie de mettre en œuvre ce qu'ils ont appris à l'école. Je me pose la question sur avant, quand l'apprentissage et quand cette question d'avoir un revenu dans le cadre de sa formation, c'est en fait un moyen de manger, mais de faire manger sa famille, en fait. C'est une question qui m'interroge beaucoup. Je partage énormément de ce que tu as dit, mais du coup, je voulais voir comment est-ce que toi, tu fais le lien là-dessus. Non, bah pour le coup, enfin, nous, on part quand même du principe que quand on est lycéen ou lycéenne, euh, 90% du temps, même, voire même plus, on vit chez nos parents. Et donc, à partir de là, on est sous la responsabilité financière de nos parents. Légalement, c'est le cas. Jusqu'à 18 ans, les parents doivent donner les moyens en fait, à leur enfant, les moyens En financiers. fait, au-delà, hein, mais c'est un autre débat. Comment, pardon? En fait, au-delà, hein, les parents doivent. Il y a des droits de l'enfant qui vont au-delà de 18 ans, et heureusement. Ah, c'est au-delà de 18 ans. Alors ça, pour le coup, je savais pas. Mais non, et effectivement, après, quand on passe dans l'enseignement supérieur, effectivement, on peut être amené à quitter le foyer familial très tôt. Après, oui, sur la question de la rémunération dans les formations, c'est quelque chose qui se pose. Et pour le coup, nous, on n'a pas forcément d'avis très tranché là-dessus. On considère qu'il faut juste aller parler en fait avec les personnes concernées. Et c'est un des mots du syndicalisme lycéen aujourd'hui, c'est qu'on a du mal en fait à parler aux lycéennes et lycéens en filière professionnelle. Avant, on était extrêmement fort et en fait, depuis le Covid, on ne s'y est pas vraiment attardé. Et là, aujourd'hui, ça nous tombe dessus. On a la réforme du baccalauréat professionnel et du coup, on est juste obligé, et ce qui paraît assez logique, d'aller les voir parce qu'on ne se sent pas en fait faire une mobilisation alors qu'on n'a aucune légitimité à parler au nom des élèves en filière professionnelle. Et donc, du coup, je pense qu'il faut vraiment aller les voir, aller continuer à tracter. Et c'est ce qu'on va mettre en place très prochainement. Et toujours dans un cadre unitaire, ce qui est important, avec les autres formations syndicales, pour le coup. Je me fais le porte-voix du chat, et y compris, enfin, ma question n'était pas innocente sur la rémunération, parce que quand j'étais militante à l'UEC, aux étudiants communistes, je militais du coup pour un salaire étudiant. Mais du coup, on a Hugo Caco qui nous dit dans le chat qu'à la Libération, le plan Langevin-Wallon proposait de rémunérer tous les lycéens et les étudiants, pas uniquement les lycéens pro, mais également les lycéens généraux,
comme l'étaient les enseignants. Donc ça, c'était, voilà, en gros, C'était le cas aussi dans les écoles normales, Oui, c'est ça, pas que les... Et aujourd'hui, c'est le cas dans les écoles normales Voilà, supérieures, où les étudiants sont rémunérés. C'est ce que dit Hugo Kako qui dit que justement les étudiants de l'école normale sont actuellement rémunérés et du coup au nom de quoi tous les jeunes en formation ne pourraient pas l'être. Après j'imagine que c'est un débat, enfin voilà, tu peux pas... J'imagine que voilà, tu as quand même un mandat par rapport à tes camarades qui fait que tu peux pas affirmer des trucs, voilà. Mais en tout cas, à titre individuel, c'est intéressant d'y réfléchir, je pense, parce que voilà, en tout cas pendant la construction de l'école en France, notamment pendant la Troisième République, ça a été de donner un salaire à tous les jeunes pour qu'on ait assez de profs en fait pour donner des cours dans toutes les écoles. Et voilà, du coup, ouais, c'est un débat qui, effectivement, tu as raison de dire que en fait, dans le système éducatif actuel, aujourd'hui, si tu mets un salaire à certaines filières, y compris très bas, y compris qui permet voilà, d'exploiter des jeunes avant même qu'ils soient majeurs, avant même qu'ils soient sur le marché du travail, pendant leur formation, ce qui du coup les empêche d'étudier convenablement parce que du coup on leur fait travailler plus que ce qu'ils devraient, etc. Bon, c'est pas du tout une bonne solution. Par contre, de manière plus générale, réfléchir à une manière de rendre les jeunes indépendants de leur famille, en fait, parce que c'est aussi ça la question aujourd'hui pour beaucoup de jeunes, en fait, aller, y compris à l'armée, dans la police, etc., c'est des moyens pour beaucoup de jeunes, en fait, juste de quitter leur ville, leur village, leur famille, dans laquelle, en fait, sinon, s'ils n'ont pas de moyens de rentrer très rapidement dans ce type de métier, en fait, ils peuvent pas s'en sortir, quoi. Donc, l'idée, c'est aussi comment tu fais en sorte que les jeunes soient plus dépendants de leur famille pour choisir leurs études, pour se loger, etc., etc. Moi, je pense que la question que tu poses, c'est celle de l'émancipation de la jeunesse. Est-ce que oui ou non, on donne les moyens aux jeunes de s'émanciper et de pouvoir faire des choix, y compris de se tromper parce qu'on n'a pas la science infuse à 18 ans et parce qu'on l'a pas à 20 et qu'on l'a toujours pas à 25. Je me suis réorientée genre 4 fois. Et normal. J'ai 30... Non, mais tu sais, Anaïs, j'ai 38 ans et je réfléchis à faire une thèse, une deuxième. Donc bon, tu vois, c'est pas... Voilà. En fait, la question de l'émancipation par l'accès au savoir et par l'accès aux études, elle est essentielle. Et donc, je crois que la question de poser la problématique d'avoir un revenu étudiant qui soit adossé à un certain nombre d'exigences qu'on peut poser... qui sont des exigences par exemple, de présence en cours, où si à un moment donné on décide d'une réorientation, que cette réorientation soit travaillée dans un contexte qui soit défini, que ce soit adossé à une politique d'accès au logement, avec une vraie réflexion sur la place du logement. On part de chez ses parents le jour où on est décohabitant, le jour où on le choisit, parce qu'on a les moyens de partir, mais parce qu'il y a une offre de logement adaptée. Je veux dire, aujourd'hui en France, on reviendra peut-être sur cette question-là plus tard dans l'entretien, mais quand on se vante, quand une ministre se vante de faire 1600 logements pour les étudiants dans le cadre des JO, mais que ces 1600 logements, moi je me rappelle de la promesse d'Emmanuel Macron de 60 000 logements quand il est arrivé en 2017, 60 000 logements étudiants, on les attend toujours. Je veux dire, aujourd'hui sur la ville de Marseille, on est à moins de 5 500 logements pour plus de 60 000 étudiants. On sait tous faire un ratio, ça fait moins de 10% des étudiants qui sont logés en CTU. Et donc la réalité, elle est celle-là, elle est que pouvoir être indépendant de ses parents, ça n'est pas possible. Et même si on sait qu'on passe pas de je vis chez papa à maman à je suis indépendant, qu'en fait cette phase-là, ça s'appelle l'autonomie et elle se fait par étapes, c'est notre rôle en tant que société, si on veut avoir demain des citoyens et des citoyennes engagés et émancipés, c'est notre rôle de l'accompagner. Et donc ça veut dire que la question du revenu étudiant et pas juste d'une petite allocation machin chose truc muche avec une réforme à la marge des bourses, c'est pas ça dont on a besoin aujourd'hui. Ce dont on a besoin, c'est d'avoir une ambition pour notre jeunesse, d'avoir une ambition pour la France, parce que c'est eux qui vont la construire. Nous, ce qu'on construit aujourd'hui, c'est les fondations de ce que eux feront demain, et eux feront les fondations de la génération d'après. Si on se donne les moyens de se dire, on fait des fondations solides, génération après génération, on mise sur les étudiants, on mise sur la jeunesse. Et alors, quand je dis les étudiants, c'est mon prisme d'adjointe et d'ancienne de l'UEC. Je devrais en fait élargir en disant on mise sur la jeunesse.
Et c'est ça, en fait, l'ambition qu'on doit porter aujourd'hui. Et c'est cette discussion-là qu'il faut qu'on ait à l'échelle de l'État. Et tu as raison tout à l'heure, quand tu le dis, Gwen, aussi, de pouvoir avoir des élus territoriaux, des élus locaux qui sont interpellables par la jeunesse pour pouvoir aussi porter ces revendications-là dans d'autres hémicycles auxquels vous n'avez pas accès. Oui. Non, Faire pour vivre le la coup, démocratie, quoi. non, c'est exactement ça. Non, pour le coup, non, non, nous, ce qui nous gênait, c'était que les lycéennes et lycéens en filière professionnelle soient pris pour des travailleurs et pas des travailleurs en devenir. Oui, c'est ça. Effectivement, par contre, si on part du C'est le principe statut que de travailleur en formation, en fait, qu'il faut créer. voilà, exactement ça. À partir du moment où si on considère que les lycéennes et lycéens et effectivement les étudiants sont des travailleurs en devenir et des travailleurs en fait un peu intellectuels, enfin en formation effectivement, à partir de là, oui, ça nous semble très pertinent d'avoir un revenu étudiant. Et après, si aujourd'hui il n'y en a pas, je pense qu'il y a deux choses. Il y a à la fois les problématiques économiques où bah, on est dans un pays libéral qui fait qu'on n'a pas, enfin, il n'y aurait aucune raison d'aller financer en fait des étudiantes et des étudiants, et à la fois aussi une politique philosophique où on est quand même une société qui historiquement ne laissait pas forcément les jeunes aller être autonomes très rapidement. Et là-dessus, je pense qu'on est confronté à ces deux problématiques et il faut réussir en fait à les surmonter en expliquant que oui, bah, à 16 ans, tu peux aller voter, tu es grand, il n'y a pas de problème, vas-y go. Et également de pouvoir aller dans un logement. Mais après ça, il faut qu'il y en ait évidemment. Et là, c'est la question économique. Et, ensuite, oui, d'avoir cette possibilité-là et d'être encouragé aussi à le faire. C'est dans la logique des choses que, alors pas à 18 ans pile, le jour de son anniversaire, avec pour prendre toutes nos valises, évidemment, mais qu'il y a un accompagnement qui soit fait pour qu'ensuite on puisse s'émanciper petit à petit, mais que ça puisse se faire réellement. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas possible en fait, de s'émanciper. C'est-à-dire qu'à partir du moment pardon, où moi j'habite à Vitry et je dois aller vivre à Marseille, bah, je peux pas en fait parce que ça demande d'avoir de l'argent pour acheter C'est de la dommage nourriture, parce que pour acheter Marseille, c'est un vachement bien. mobile. Et en plus de ça, Marseille, ça a l'air très bien, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple. Mais non, non, c'est juste pas possible financièrement. Et parce qu'il n'y a pas cette autonomie qui est donnée aux jeunes. Et même si on demandait que le RSA soit ouvert aux moins de 25 ans, que ça n'est pas aujourd'hui, parce qu'on considère qu'en dessous de 25 ans, on n'est pas apte en fait à toucher un revenu de solidarité. Et c'est assez incroyable. Et là-dessus, je pense qu'il y a à la fois la question économique et à la fois la question philosophique. Je pense qu'il y a aussi la question, au-delà de celle que tu poses, hein, de l'âge limite, c'est est-ce qu'on reconnaît ou pas une utilité sociale à la jeunesse? Est-ce qu'on reconnaît ou pas une utilité sociale aussi aux plus vieux? Je pense que la question de la jeunesse, finalement, d'un point de vue philosophique, elle interpelle un peu comme celle des retraites. Est-ce que oui ou non, on reconnaît une utilité sociale à tous ces gens qui, de toute façon, font vivre le tissu social, font vivre l'économie? Quelle est leur place qu'on leur reconnaît? Tant qu'on continue à dire c'est des allocations, c'est des revenus solidaires, c'est des... En fait, on pose aussi dans la société l'idée que ces gens ne sont pas... qu'on n'a pas notre place dans la société, qu'on n'est pas Ça fait le jeune vraiment cadre. société d'assistés, quoi. Genre, alors, Et c'est ça, non, ça fait c'est t'es pas. assisté. En fait, moi je suis désolée, hein, quand j'étais étudiante, j'étais pas assistée. Et pas seulement parce que j'étais obligée d'aller bosser en plus de la fac pour pouvoir bouffer. J'étais pas assistée parce que je bossais, parce que pour réussir mes études, je me suis engagée, j'ai taffé des heures sur les bancs de la fac, j'ai taffé des heures à la BU. euh, et qu'aujourd'hui, bah, ce que j'ai appris, bah, je le mets au service des gens. Alors, je le fais en tant qu'élu, mais je pourrais le faire comme cadre dans une entreprise, je pourrais le faire comme fonctionnaire, je pourrais le faire comme enseignante, je pourrais le faire comme enseignante-chercheuse. La question, c'est est-ce qu'on reconnaît une place sociale et une utilité sociale à la formation des jeunes, quelle qu'elle soit, aussi bien quand on passe un bac pro que quand on fait de la sociologie, que quand on est physicien théoricien ou qu'on est ingénieur pour développer des panneaux solaires ou des batteries électriques. Enfin, ceci étant dit, on pourrait poser la question de l'utilité, enfin, des batteries électriques, mais c'est un autre débat. Je voulais poser encore deux questions à Gwen sur son entretien avant de passer à la suite. Mais avant ça, juste, c'est un article qui est vraiment hyper... une interview qui est hyper éclairante. Si vous avez envie d'en savoir plus vraiment sur l'état du syndicalisme lycéen, sur les luttes qui sont menées, notamment du coup par le syndicat lycéen Fidèle, mais plus largement, quels sont les débats en cours, quelles sont les attentes des lycéens envers la gauche, quel est l'état de la lutte syndicale dans la jeunesse.
etc. Enfin, voilà, je vous recommande vraiment cet article. Il est donc il y a Scoop Poivre qui a mis le lien dans le chat. Et puis, ouais, c'est un plaisir en tout cas de te lire. Bon, même si c'est un entretien, c'est pas toi qui as écrit, mais tu vois ce que je veux dire. Enfin, c'est toi qui parles, quoi. Oui. Et c'est très bien. Enfin, c'est vraiment très, très, très vivifiant et très intéressant. Bref, du coup, j'avais 2 autres questions pour toi. La première, c'est est-ce que, j'imagine que oui, mais c'était aussi parce que je pensais que c'était important d'en parler malgré le sujet un peu différent, mais voilà, ça nous concerne tous et ça concerne en particulier aussi les jeunes et les lycéens. Toi en tout cas autour de toi, parce que encore une fois, tu peux pas parler au nom de tous les lycéens évidemment, mais Bien sûr. voilà, est-ce que tu vois que les lycéens sont particulièrement mobilisés ou pas sur contre le génocide en cours en Palestine par Israël et est-ce que, bon ça je sais pas si tu peux vraiment, en tout cas c'est une question qui m'interpelle et je voulais te la poser, est-ce que tu vois ou pas l'éducation nationale qui essaye ou pas d'aiguiller le débat? Parce que moi je me souviens quand il y avait eu le débat sur le mariage gay par exemple, quand j'étais au lycée, les profs avaient leur mot à dire là-dessus, ils nous avaient mis, bon, ça dépendait lesquels, parce qu'il y en avait qui voulaient rester neutres et tout, mais voilà, c'est toujours, les débats nationaux sont toujours des débats à l'école et dans les formations. Du coup, voilà, c'est un peu les 2 questions que je vais te poser là-dessus, et après j'en aurai encore une autre, et on passera à la suite. Non, pour le coup, nous, on n'a pas eu encore de remontée de débats qui ont pu être faits avec les élèves, dans leur classe en tout cas, sur ce qui se passe en Palestine. Après, on a pu en parler, nous, pour le coup, et parce qu'on a appelé aux manifestations pour un cessez-le-feu, et même en soutien à la population palestinienne qui est en train de se faire massacrer sous les bombes aujourd'hui. Et non, après, oui, par contre, euh, pas forcément dans les lycées, mais en revanche, ce qu'on peut voir dans le débat public, c'est qu'on a un débat public qui est extrêmement orienté aujourd'hui, que ce soit sur le service public, pour le coup, qui est quand même très orienté, ou alors même sur les grandes chaînes nationales, où on se trouve avec énormément de personnes assez problématiques. Enfin, là, il y a hier ou avant-hier, Caroline Fourest qui a expliqué que c'était pas très grave qu'il y ait un Gazaoui qui meurt. C'est un peu gênant quand même en fait. Enfin non, c'est 2 êtres vivants et c'est pour ça que oui, il faut un cessez-le-feu rapide, il faut qu'il y ait 2 États palestiniens, enfin 2 États pardon, un État palestinien et un État israélien et il faut qu'on puisse le dire calmement et dire ça ne veut pas dire que on est antisémite ou dire qu'on est islamophobe et ça dans le débat public c'est extrêmement compliqué de pouvoir l'assumer aujourd'hui je trouve. Après, heureusement, totalement d'accord avec tout ce que tu viens de dire, et heureusement, vu l'atrocité de ce qu'omet le gouvernement israélien, et y compris ça c'est vraiment un truc que j'ai vu aujourd'hui, ils sont amenés à l'ONU avec une étoile jaune, genre vraiment c'est monstrueux quoi, d'instrumentaliser les juifs, c'est vraiment alimenter l'antisémitisme, je trouve ça un scandale sans nom et immonde, mais bref. Mais donc au-delà de ça, et j'ai totalement oublié qu'est-ce que je voulais dire à la fin, mais c'est pas grave. J'enchaîne, non, mais En tout cas, pour rebondir sur ce qui s'est passé à l'ONU, oui, c'est quelque chose. En fait, je trouve que ça fait plus de mal que de bien. En fait, on parle de millions de juifs qui ont été tués pendant la Seconde Guerre mondiale, et on peut pas dire que ce qui s'est passé. Et là, surtout qu'ils ont fait ça par rapport à la résolution de l'ONU. On parle pas de l'attaque du Hamas, on parle de la résolution de l'ONU. Et la résolution de l'ONU disait pas des choses sans ça. Elle disait juste qu'il fallait une trêve humanitaire pour permettre aux Gazaouis de survivre. C'est pas non oui. plus un truc de fou, quoi. Puis arborer ceci quand on est en train de commettre un génocide, c'est vraiment, c'est horrible quoi. C'est bref. En tout cas, voilà, c'est un débat sur lequel il va falloir continuer de se mobiliser et on est content de pouvoir compter sur les syndicats lycéens pour être plus nombreux dans la rue parce que c'est horrible ce qui est en train de se passer et le fait d'être présent dans la rue en nombre, ça aide énormément les Palestiniens, même si, bon, là, ce à quoi ils sont confrontés, c'est des bombes, donc voilà. Mais en tout cas, le fait de savoir que les peuples sont solidaires, ça redonne de l'espoir, quoi. Donc, Ouais, juste, oui, de montrer qu'en fait, je sais pas, il y a plus de télévision actuellement dans la bande de Gaza, mais juste de montrer que non, il y a une solidarité qui se fait et qui est en train de s'accomplir partout dans le monde, en fait. Et je voulais te demander aussi,
quelles sont les attentes des lycéens engagés, en tout cas des lycéens avec lesquels tu débats, envers la gauche, que ce soit aujourd'hui ou en vue de 2027. Bon, c'est une question à laquelle tu as répondu dans l'article, donc je vous invite à aller lire l'article encore une fois. Mais peut-être là, voilà, pour les personnes qui sont sur le chat et qui n'ont pas encore lu l'article, voilà, qu'est-ce que tu penses des attentes des lycéens envers la gauche? Non, enfin, nous, pour le coup, on a beaucoup discuté et en fait, ce qu'on remarquait, et là, pour le coup, surtout en 94, où on entend beaucoup que voilà, c'est la banlieue, une jeunesse dépolitisée, etc., etc. Pour le coup, enfin, le sigle NUPES commençait vraiment à rentrer dans la tête des gens. Et les gens, en fait, on en parlait, hein, il y a un problème actuellement avec la forme traditionnelle de la démocratie, ça se pose aussi parce qu'on explique à des gens que de 2012 à 2017, la gauche était au pouvoir, et après plus rien en fait, parce qu'il s'est rien passé. Donc c'est très compliqué en fait de pouvoir s'imaginer, mais qu'est-ce que c'est la gauche? Et quand il y a 5 groupes, 6, 7, enfin, beaucoup trop de. Il y a quand même énormément de partis politiques de gauche, plus ou moins conséquents, et oui, c'est assez compliqué de savoir où donner de la tête en fait. Enfin, et d'où l'intérêt d'avoir l'union de la gauche qui s'était fait quand même autour des législatives. Et pour le coup, le mot NUPES était quand même assez bien revenu, assez souvent dans la tête des gens, et pas forcément des gens ultra politisés pour le coup. Et c'est pour ça que je trouve que c'est extrêmement pertinent de pouvoir continuer cette union des gauches pour permettre juste de prendre le pouvoir à un moment donné. Parce que ce qu'on remarque, c'est que l'intersyndicale qui elle aussi était unie, sans que ce soit une seule organisation d'ailleurs, c'était plusieurs organisations qui se sont retrouvées autour d'un collectif. Et ça a très bien fonctionné. Résultat, des millions de personnes dans la rue. Et là, l'intérêt, pendant les législatives, on avait plusieurs partis de gauche, pas une seule organisation commune, et ça a très bien fonctionné également. Et donc pour nous, oui, ça nous semble pertinent effectivement qu'il y ait cette unité. Et pour le coup, c'est aussi une des choses qu'on prône maintenant nous à la Fidèle depuis le début du mouvement social, c'est vraiment l'unité qu'on peut chercher partout. Dès qu'on peut avoir l'unité, on l'a fait, parce que justement, on n'a plus le temps de se diviser en fait. Parce que derrière nous, il y a Marine Le Pen, le fascisme qui est à 43%, et la bourgeoisie réactionnaire qui continue à écraser les plus pauvres. Et là-dessus, on n'a plus le temps d'être divisé entre syndicats, organisations associatives, partis politiques et collectifs. Et d'où l'intérêt de la marche contre les violences policières, le racisme systémique et pour une justice sociale qui avait réuni quand même des organisations syndicales, politiques, des collectifs et des associations, c'est qu'en fait ça avait permis d'avoir un grand collectif et de pouvoir en fait porter un mot qui était en fait porté par tout le monde, et ça donne beaucoup plus d'ampleur, et c'est ce qu'on avait pu remarquer, et ça avait très très bien fonctionné pour le coup. Je sais pas ce que t'en penses Aurélie, mais moi ça me fait énormément plaisir parce que comment dire, c'est une phrase, quand même à la fin il faut qu'on prenne le pouvoir. C'est quand même pas une phrase qu'on entend énormément dans le débat à gauche aujourd'hui, et c'est vrai que c'est la question qui se pose au mouvement social, quoi, parce qu'en face c'est le fascisme. Donc, Je pense qu'il a répondu à la question de l'utopie du début de la discussion. Prendre le pouvoir pour changer la vie des gens. Moi, dans mes discours, surtout quand je parle aux jeunes, j'utilise une citation qui est pas du tout récente, mais qui me parle beaucoup. Transformer le monde, a dit Marx, changer la vie, a dit Rimbaud. Pour nous, ces deux mots d'ordre n'en font qu'un. C'est tiré du manifeste du surréalisme d'André Breton. Et je crois que c'est quelque chose qui doit nous porter. Donc, si on veut faire ça, on n'a pas le choix. C'est la question de la prise de pouvoir. À Marseille, on a créé le printemps marseillais pour prendre la ville, parce qu'on croyait qu'il fallait changer, parce qu'on était convaincus qu'il fallait changer un certain nombre de choses. À Marseille, il fallait répondre à l'urgence du logement, à l'urgence des écoles. Et c'est pour ça qu'on est de gauche. C'est parce qu'on n'a pas envie de laisser le monde avancer sur un chemin qui ne nous convient pas. On a envie d'agir sur le réel. En tout cas, moi, c'est ma conviction de communiste et c'est la raison de mon engagement. Donc oui, moi, je ne peux qu'applaudir à ce que tu viens de dire. Et peut-être Gwen, avant de passer à la suite de l'entretien, puisqu'on parle toujours de ton article, est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais aimé aborder dans tout ce que tu as dit dans ton entretien, ou même plus largement concernant les lycéens, les mobilisations dans lesquelles tu t'engages? Voilà, je ne sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose. Ça pourra venir dans la suite de la discussion, de toute façon. Mais...
Oui, non, 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 je pense qu'il y a aussi un sujet où on n'y prête pas forcément attention. Je pense que ça aussi rejoint l'utopisme qu'on a, c'est le fait que aujourd'hui on se bat pour changer les lycées, qui est une cause très noble pour le coup, mais que par derrière il y a aussi un objectif politique. Notre objectif, nous, c'est pas qu'on ait des frites et du steak tous les jours à la cantine. Notre objectif, c'est de pouvoir conscientiser les masses, de pouvoir mobiliser du monde pour ensuite imposer un rapport de force à la classe gouvernante et pour ensuite qu'on puisse gagner. Et ça, pour nous, c'est un travail qui doit se faire dès le plus jeune âge. Et d'où l'intérêt du syndicalisme lycéen et étudiant, de pouvoir conscientiser le plus possible pour ensuite avoir des militantes et militants qui soient prêts, qui soient préparés, et pas forcément que des militantes et militants, aussi des gens et qui sont juste des gens convaincus et qui se disent bon bah les idées de la gauche c'est celles que je vais porter dans mon cœur, j'ai pas forcément à les traiter tous les jours sur un marché, mais en tout cas pendant les élections bah, je serai là et puis j'en parlerai à mes amis pour qu'on aille tous voter ensemble dans la joie et la bonne humeur. Et c'est ça notre combat en fait. Notre combat il se fait autour de l'arrivée de l'ascension de la gauche au pouvoir et on va continuer à le faire parce qu'il nous semble très pertinent et qu'on est absolument d'accord avec les idées de la gauche. Et d'où la raison pour laquelle on a envie, on se revendique de gauche et qu'on a envie d'accéder au pouvoir aussi. Enfin, pas en tant que syndicaliste, mais en tant que gauche. Bon, en tout cas, je te souhaite et je souhaite à tout ton syndicat et les autres syndicats lycéens beaucoup de courage et continuer à vous mobiliser comme vous le faites. Moi, de toute façon, je suis grave dégoûtée. En vrai, j'aurais trop aimé avoir un syndicat lycéen dans mon lycée, mais c'était pas trop l'ambiance. Mais voilà, c'est vraiment utile, c'est vraiment important. Et moi, j'aurais adoré pouvoir entrer dans le... Enfin, déjà, dès le lycée, pouvoir m'engager et pouvoir... voilà, c'est aussi développer une pensée critique, développer, voilà, s'interroger sur les cours qu'on apprend, en débattre. Enfin, c'est vraiment, je pense, hyper important ce travail qui est fait par les syndicats lycéens. Donc, bravo et, et continuez comme ça. Euh, et voilà, je sais pas si tu avais aussi un dernier truc à dire là-dessus, Aurélie, avant qu'on passe à la suite. Non, 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 je trouve que c'était hyper intéressant. J'ai pris plein de notes et j'imagine que j'aurai l'occasion de rediscuter avec Gwen. En tout cas, ça me plairait beaucoup parce que je trouve qu'il y a plein de choses Mm, mm. à poursuivre dans cette discussion, plein de sujets à gratter. De toute façon, on va continuer à discuter tous les trois. Hein, et c'est pas fini. On Mais laissera du coup, tout le monde et puis on continuera. D'accord, ça marche. Non, mais ce que je veux dire, c'est que enfin, dans la deuxième partie, on va continuer à Plaisante, discuter tous hein. les trois. Et du coup, donc, j'ai choisi d'appeler cet entretien Enseignement-recherche, la France détruit son avenir, pour une raison assez simple. Bah, déjà parce que c'est un titre qui fait cliquer, hein, parce que ça interpelle. Non, mais plus, c'est un blague à part. C'est assez fou de se rendre compte à quel point dans toutes les... Enfin, assez fou. Dans toute la dynamique du capitalisme de manière générale, mais aussi du coup du gouvernement, c'est dans une espèce de fuite en avant pour essayer de continuer à fonctionner alors que ils détruisent l'environnement, ils détruisent les gens, la santé des gens, tout le monde, enfin voilà, burn-out, dépression, même juste le fait d'avoir du mal à vivre, à aligner les fins de mois. Dans cette espèce d'effort, de frénésie pour continuer de fonctionner, en fait, il y a de moins en moins d'argent disponible pour l'État pour fonctionner parce que tout l'argent il est récupéré il est de plus en plus monopolisé par les milliardaires. C'est le sens des chiffres qu'on a vu avec les super profits de plus en plus importants des grands groupes et des milliardaires. Et vu que du coup il y a de moins en moins d'argent disponible pour l'État, du coup voilà, on auto-sabote tout ce qui fait en fait l'avenir, enfin voilà, ce qui fait le présent et l'avenir et de la France, donc notamment l'enseignement et la recherche. Et du coup, je voulais te demander, Aurélie, ce que ça t'inspire, toi, vu que tu travailles beaucoup au quotidien sur ces sujets, bon voilà, c'est aussi un sujet que j'ai choisi parce que je vous avais tous les deux dans cette discussion. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, l'autosabotage en matière d'enseignement et de recherche? En fait, pour moi, il est pas. Tu l'as assez bien dit. Je crois que la question de ce sabotage, je ne sais pas si c'est le mot que j'aurais choisi moi comme ça spontanément si j'avais dû écrire un article. Je pense que ma première version aurait probablement été beaucoup plus trash que sabotage. Vas-y, lâche-toi.
Je sais pas, je pense que j'aurais fait un truc genre harakiri gouvernemental sur le SR ou un truc un peu Un peu un- sensationnel. ouais, un peu passez-moi l'expression, c'est pas très élégant, mais peut-être un peu putaclic. Euh, Ceci étant dit, ce que ça inspire, c'est qu'en fait, ça ne touche pas juste l'enseignement ou juste la recherche ou juste la vie étudiante. Là, on a beaucoup parlé dans cette première partie d'entretien avec Gwen de la vie étudiante et de la vie lycéenne et de des difficultés que pouvait rencontrer la jeunesse à se mobiliser, à s'organiser, etc. Mais en fait, c'est dans un cadre qui est en fait un cadre assez large, qui est un rapport de la société à l'enseignement supérieur, à la recherche, à sa jeunesse, puisque un des rôles de l'enseignement supérieur et de la recherche, en tout cas des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche, c'est la formation des jeunes, c'est la formation initiale, c'est une partie de la formation continue. Et qu'on voit bien que le désinvestissement chronique de l'État depuis 20 ans conduit. Alors en fait, il est antérieur. Hein. Il y a une accélération depuis 20 ans avec différentes étapes. Hein. Il y a eu les réformes de 2003, 2005, 2008, 2011. Et puis ensuite, il y a un investissement qui chute assez lourdement. Et aujourd'hui, il faudrait recruter 25%. J'ai le chiffre, il faudrait que je le retrouve, mais je me le suis noté en préparant cet entretien. Aujourd'hui, si on voulait retrouver le niveau d'encadrement que nous avions en 2011, il s'agirait, alors je ne veux pas dire de bêtises parce que j'aime bien être précise quand je dis des choses. Je veux vraiment pas dire de bêtises, mais donc je vais vous le retrouver à l'occasion. Mais de mémoire, il s'agirait de recruter 25% d'enseignants-chercheurs en plus dans nos universités. Et ça, c'est un fait. Aujourd'hui, France Université, dans un rapport qui est sorti à la rentrée, indiquait qu'en 2022, il y avait une vingtaine d'universités qui étaient en déficit et ils estiment qu'à l'horizon 2025, c'est 74 universités qui pourraient être en déficit. C'est 80% des universités qui pourraient être déficitaires. Donc on est dans une situation où effectivement on voit bien que la situation elle s'aggrave, que les investissements ne sont pas à la hauteur et que l'État se reporte sur les universités pour financer ça. Confère les déclarations de la ministre et du président de la République sur les bas de laine des universités qui dormiraient, hein, ce milliard qui dormirait dans les universités, mais qui en fait est nécessaire aux universités pour faire les investissements qui permettent à la fois d'enseigner, mais d'apprendre dans de bonnes conditions, d'avoir du matériel de recherche, puisque une bonne formation dans l'enseignement supérieur est adossée à la recherche. Et puis, il y a, à mon sens, aussi un fond dans ce qu'on est en train de discuter qu'on ne peut pas ne pas évoquer, qui est que, alors qu'on voit le nombre d'étudiants chuter dans l'enseignement supérieur public, que ce soit dans les inscriptions en BUT, que ce soit dans les inscriptions à l'université classiquement ou sur des filières du service public, l'enseignement supérieur privé, lui, voit une augmentation de son taux d'inscription. Et donc, pour moi, il y a plusieurs phénomènes. Il y a le même phénomène que ce qu'on a connu à l'hôpital, qui est un sabordage du service public, qui est aidé par Parcoursup, dont Gwen parlait un peu plus tôt dans la discussion, qui est aidé par un manque d'investissement chronique dans nos universités, qui est aidé par un manque d'investissement chronique dans les moyens mis à disposition des étudiants. On parlait tout à l'heure de s'autonomiser, de devenir indépendant, mais on parlait des 60 000 logements, on parlait de la réforme des bourses, on parle de l'état des restos-U, on parle... Et donc, quand on sabote le service public d'enseignement supérieur et de recherche, et ben, en fait, on organise le transfert vers le privé. Et donc, effectivement, ce que tu disais tout à l'heure, Anaïs, hein, je veux dire, effectivement, quand on fait reculer l'investissement d'État, quand l'État ne s'investit pas sur ce domaine qui est structurant pour l'avenir du pays, parce que c'est dans nos laboratoires de recherche, quels qu'ils soient, quelle que soit la science qui y est produite, c'est dans nos laboratoires de recherche qu'on pense le monde de demain et qu'on a les briques
qui feront le monde de demain. Tout à l'heure, je parlais d'avoir des fondations. Le rapport aux sciences est essentiel dans un monde de plus en plus complexe face aux questions climatiques, démocratiques, écologiques, sanitaires, à l'impact que ça va avoir sur nos vies humaines demain. Et puis, il faut aussi répondre à un enjeu, qui est un enjeu de toute l'humanité. Enfin, moi, j'aime bien... Je fais partie de ces gens qui pensent que l'humanité a un destin commun et que qu'on soit né en France, peu importe dans quelle famille, dans quel coin de la France, ou qu'on soit né à l'autre bout du monde, ce qui fait notre commun, c'est notre humanité, et c'est le fait qu'on aura à répondre ensemble à ces grands défis. Et donc je crois à cette idée d'un destin commun de l'humanité, et ce destin commun de l'humanité, nous avons besoin d'investir sur notre jeunesse pour répondre à ces grands enjeux, et aujourd'hui on ne le fait pas. Je ne sais pas si je suis très claire dans la réponse à ta question. Il faut que je te retrouve le chiffre, parce que vraiment, ça me travaille de ne pas avoir le chiffre. Mais juste là, C'est pour répondre sur... 11 000 postes pour retrouver le taux d'encadrement de 2010. Je savais que je l'avais noté. Combien? 11 000 postes 11 000 postes. pour retrouver le taux d'encadrement de 2010. Voilà, c'était ça le truc que je m'étais noté. Il y a Gwen qui voulait intervenir. Ouais, non, juste sur ce que tu disais sur l'enseignement privé, c'est vrai que nous, pour le coup, on le voit aussi chez les lycéens, et c'est assez catastrophique, en fait, puisqu'il y a même des gens, avec Parcoursup qui a été instauré il y a 5 ans de ça maintenant, où en fait, des gens vont payer des coachs Parcoursup en pensant que ça peut les aider, en fait. Oui. C'est-à-dire pour rédiger les lettres de motivation, etc. Et on voit que le coaching privé Parcoursup est en train de fleurir, et c'était un marché hyper bien. Si vous voulez faire de l'argent facilement, vraiment, devenez coach Parcoursup. Humainement, ça vaut pas le coup, mais financièrement, ça vaut vraiment le coup, pour le coup. Et seconde chose, c'est l'enseignement privé, oui, qui en fait, en réalité, ce qu'il fait actuellement, c'est le jour des résultats Parcoursup, lance une campagne de publicité massive sur les réseaux sociaux en disant, et en fait, leur seul argument, c'est même pas, oui, on fait un diplôme, je sais pas quoi, non, le seul argument, c'est, on n'est pas sur Parcoursup. Tu sais, pour à la fin, se retrouver avec un diplôme qui est pas valable en France. Certes, mais au moins, ils sont pas sur Parcoursup. Et du coup, ça rassure des gens, et du coup, ça les attire, en fait. Et c'est toute la logique du service public qui est là remise en cause par en fait, la logique libérale. Alors, dans ce que tu dis, il y a quelque chose de très vrai, et je vais le compléter parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai été auditionnée par l'Assemblée nationale sur cette question de l'enseignement supérieur privé. À Marseille, actuellement, on voit venir énormément d'écoles qui, à mon sens, entretiennent un flou, et tu l'as dit, et c'est important de le dire, et il faut l'expliciter, il faut l'expliquer. Elles entretiennent un flou entre 3 concepts. Le diplôme d'État, celui qui est délivré par un ministère, par le ministère de l'Enseignement supérieur, par le ministère de la Santé, par le ministère de la Culture, que si on fait les Beaux-Arts, par le ministère de l'Agriculture, si on fait l'École nationale supérieure du paysage, donc des diplômes d'État. Des titres RNCP, qui sont des titres délivrés par le ministère du Travail, qui, pareil, ont une valeur légale, qui donnent des droits. Et puis, les diplômes d'école. Et alors là, quand on touche aux diplômes d'école, d'un coup, on entretient un grand flou. Oui, on délivre des diplômes, mais quand on demande lesquels c'est, déjà, c'est beaucoup plus compliqué de le savoir. Par ailleurs, on revient sur cette question de l'alternance. Elles vendent de l'alternance, et quand les étudiants ne trouvent pas d'alternance sur le territoire, on est déjà le 15 ou le 20 octobre, et donc ils sont pris à la gorge, ils vont perdre le bénéfice de l'inscription, se retrouver sans rien, et ils finissent en fait par s'inscrire la plupart du temps dans les filières du coup payantes, avec des montants qui sont exorbitants. Et donc en fait, ces écoles privées par ailleurs vendent en fait des prêts à des familles qui s'endettent pour payer des études à leurs enfants. Des études qui ne sont pas de meilleure qualité que ce qu'ils auraient pu apprendre dans le service public, qui leur coûtent beaucoup plus cher, avec des diplômes qui sont à plusieurs milliers d'euros par an. Et tout ça en vendant finalement un réseau d'entreprises. C'est encore une fois discriminer les jeunes qui viennent des classes sociales les plus défavorisées, qui ne bénéficient pas du réseau de papa-maman et qui ne bénéficient pas des codes de l'enseignement supérieur privé. Et donc, du coup, je pense qu'il y a aussi une réflexion à avoir qui, là, est très politique, qui devra être mise en œuvre aussi. Mais comment est-ce qu'on accompagne le bac-3 au bac+3 ? Et quand à un moment donné, on se fixe une ambition, et moi, j'aime me fixer des ambitions, j'aime me fixer des challenges, la question, elle n'est pas là. Quand on se fixe une ambition de se dire on a 80% d'une classe d'âge
qui a le baccalauréat. On a 50% d'une classe d'âge qui atteint le bac plus 3. Alors, à un moment donné, il faut qu'on se donne les moyens, que ce soit dans nos universités, que ce soit dans nos écoles publiques, que ce soit dans nos lycées et nos collèges, on se donne les moyens de leur donner accès à de l'enseignement dans de bonnes conditions. Et quand on parle d'enseignement supérieur, on pense immédiatement à l'université aujourd'hui, et c'est normal. On pense à toutes ces écoles du service public, aux écoles d'ingénieurs, etc. Et ça, c'est un enseignement qui est adossé sur la recherche. Et donc, adosser l'enseignement sur la recherche, ça veut dire aussi donner des moyens. D'abord, pour recruter de jeunes enseignants-chercheurs. Hein, les chiffres du recrutement, toutes sections CNU confondues, sont très... CNU, Conseil national des universités. Donc, en fait, on est recruté par thématique en fonction de notre thèse et de nos études et de notre champ de spécialité de recherche. Mais donc, il faut aussi valoriser dans la carrière des enseignants-chercheurs, il faut valoriser l'enseignement. Il faut permettre aux femmes de ne pas être confrontées au plafond de verre. Il faut valoriser les carrières universitaires qui ne le sont pas. Parce que finalement, demain, ça veut dire que si on n'arrive pas à recruter dans nos universités, on a un taux d'encadrement qui chute. C'est un peu comme à l'hôpital. On a moins de médecins. Donc, les gens, ils ont moins le sentiment d'être bien soignés. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont moins bien soignés. Ils ont moins bien le sentiment. Ils ont le sentiment d'être moins bien soignés. On a le sentiment d'être moins bien à l'université. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'y est pas bien. Ce qui veut dire qu'on a le sentiment que ça ne se passe pas bien. Et moi, je vois dans le cadre de mon mandat, l'enseignement supérieur et la recherche ne sont pas des compétences d'une municipalité. C'est les compétences des régions et c'est les compétences des métropoles. Alors, les régions, c'est une compétence directe, ils sont chefs de file. Et les métropoles, ils ont la compétence à travers l'économie. Nous, on a choisi d'avoir une politique volontariste sur cette question de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et donc, on choisit d'accompagner nos partenaires académiques, principalement sur le territoire, l'Université d'Aix-Marseille, le CNRS, l'INSERM, l'IRD, l'École centrale de Marseille, qui est une école d'ingénieurs, enfin voilà. Donc, on a comme ça tout un tas de partenaires avec lesquels on va s'investir, mais on fait y compris des investissements pour accompagner la rénovation des bâtiments, pour accompagner l'équipement dans les laboratoires de recherche. Et je le redis, quels que soient les domaines de la recherche, les sciences de la vie et de la santé ne passent pas avant la physique, qui ne passent pas avant les sciences sociales, qui ne passent pas avant la philo, qui ne passent pas avant les lettres. En réalité, on a besoin d'avoir une réflexion globale sur ces questions-là et on a besoin de pouvoir réfléchir toute cette question et toute cette chaîne de construction des savoirs jusqu'à la question de l'innovation et du transfert de technologie. Et sur cette question-là précisément, je voulais te demander, est-ce que le sabordage, comme tu disais, de la recherche par l'État a des... Enfin, j'imagine que oui, mais je veux te demander, est-ce que en gros, tu peux le constater au quotidien? Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Est-ce que ça a un impact du coup, sur les enjeux industriels et stratégiques du pays? Tu parlais du climat, tu parlais du défi environnemental, mais du coup, voilà, est-ce que ça a un impact sur ces enjeux stratégiques et industriels? Alors oui, ça en a un. La question, c'est est-ce que tu poses la question d'un point de vue... je vais caricaturer le trait. Est-ce que tu poses la question d'un point de vue de communiste ou est-ce que tu poses la question du point de vue des revenus du capital? Parce que la réponse n'est pas tout à fait la même. Les deux, du coup. Du point de vue des revenus du capital, la stratégie du gouvernement, elle n'est pas totalement déconnante. C'est une stratégie qui va consister à, je caricature un peu le trait, mais qui va consister à mutualiser l'investissement. Ce que je disais tout à l'heure, hein, une ville comme Marseille va accompagner la recherche publique, alors que ce n'est pas notre compétence, et à privatiser les bénéfices, puisqu'on va choisir des voies de valorisation de la recherche, et ils font le choix, et c'est d'ailleurs un des discours du président qui veut qu'il y ait des licornes partout en France,
On va pousser Juste des voies de licornes, tu peux valorisation. préciser de quoi tu veux C'est parler? des startups qui dépassent un certain montant de chiffre d'affaires annuel. Et en fonction de ton chiffre d'affaires, tu es plus ou moins un animal mythique. La licorne étant voilà, le summum. Alors, je ne sais plus, je crois que c'est quand tu dépasses 100 millions, hein, la licorne. Et en fait, c'est totalement délirant parce qu'on est en train d'imaginer qu'on va faire il y en a qui le font, hein. Il y a des exemples de licornes françaises, par exemple autour du médicament, mais ça pose la question, est-ce que le médicament a un statut de bien commun de l'humanité parce que ça permet de soigner des gens, ça améliore les conditions de vie, parce que ça sauve des vies, ou est-ce qu'on estime que c'est un objet capitalistique comme n'importe quel autre? Est-ce qu'on met sur le même plan le médicament alors je vais prendre un exemple où la réponse sera oui, ou j'allais dire des enjeux autour de la bioéthique, de l'IA. Quels sont les statuts qu'on donne à cette recherche-là? Est-ce qu'on pousse vers les grandes entreprises capitalistiques? Est-ce qu'on laisse j'allais dire la recherche et donc le savoir partir et devenir finalement faire une économie de la connaissance, capitaliser dessus, puis laisser l'industrie faire ses chaînes de valeur et de plus-value? Ou est-ce qu'on choisit, et moi ça serait plutôt mon choix, de dire il y a des objets qui sont issus de la recherche, il y a des savoirs qui sont nouveaux, qui sont issus de la recherche et qui ont un statut un peu particulier. Le savoir dans sa globalité, la science dans sa globalité symbolique est un bien commun de l'humanité. Et ensemble, on va choisir, parce que c'est démocratique, parce qu'il y a une dimension démocratique dans ce choix-là, ce qu'on va choisir de garder comme un bien commun de l'humanité, pôle public du médicament, ou est-ce qu'il y a des choses où on va se dire ça a moins d'impact sociétal et donc on va pouvoir se dire bon bah ça on transfère, et on transfère y compris pourquoi pas vers un service privé, enfin l'industrie privée. Après c'est discutable, mais quel est le choix qu'on fait? Donc ça, c'est la première chose. Donc cette question de l'organisation du transfert de technologie est une vraie question. Aujourd'hui, on a des outils sur le territoire qui savent choisir des voies de valorisation et qui sont capables d'accompagner des choix de voies de valorisation qui sont favorables au service public, y compris au service public de la recherche. Donc ce qui veut dire qu'en fait, il y a des structures qui existent et qui sont des structures qui sont intelligentes. Est-ce qu'après, est-ce qu'on laisse le gouvernement poursuivre le sabordage en règle, confère le rapport Gillet qui a été publié récemment, ou est-ce qu'on fait des choix qui sont des choix stratégiques d'investissement, de développement industriel et ensuite, du coup, de développement du pays? On peut penser aux énergies, on peut penser aux médicaments, on peut penser à l'eau, on peut penser à la qualité de l'air. Moi, j'aurais même tendance à mettre un certain nombre de grands enjeux bioéthiques dans cette réflexion globale. Mais pour moi, la discussion démocratique, elle est là. La discussion démocratique, elle est aussi comment est-ce qu'on donne aux citoyens et aux citoyennes les moyens, aux citoyens et aux citoyennes, les moyens de participer à ce choix-là. Que ce choix ne nous soit pas confisqué. Or, c'est des choix qui impliquent un niveau de connaissance technique qui n'est pas neutre, qui n'est pas nul. Alors, tout le monde n'a pas besoin d'avoir un doctorat en physique ou d'avoir une thèse de sociologie ou pour pouvoir participer à ce débat-là. Mais par contre, l'élévation du niveau de connaissance et l'élévation du niveau d'éducation participe de cette démocratie. Donc moi, je suis très favorable à la démocratisation de l'enseignement supérieur. Pour revenir au débat qu'on avait au début, je vous disais, on a l'ambition de 80% d'une classe d'âge avec le bac et 50% d'une classe d'âge avec la licence. Très bien, j'y suis favorable. Démocratisons l'accès à l'enseignement supérieur. Fixons-nous des objectifs ambitieux. Donnons des savoirs, donnons de la connaissance, et ça, on sait le faire et on le fait très bien. Donnons-nous les moyens aussi de mener le débat politique et le débat démocratique le plus loin possible et de ne pas faire des sciences et des techniques, de ne pas faire des savoirs, de ne pas faire du transfert de technologie une espèce de boîte noire
obscur et qui priverait les femmes et les hommes de notre quotidien de ce choix démocratique majeur. Quelle humanité voulons-nous être? Je viens de citer Lucien Sèvres, du coup, comme je fais une citation, je précise. Oui, moi aussi, j'adore Lucien Sèvres. Mais justement, c'est toujours le même débat en fait. Sur la démocratie, en fait, tous les technocrates vont commencer à expliquer que les gens sont pas assez intelligents, les gens sont pas assez intéressés, les gens, voilà, etc. Et du coup, c'est une question que je vais te poser, Gwen, pour un peu réagir à ce que disait Aurélie là sur la démocratisation de l'enseignement supérieur et aussi des connaissances, des sciences. On dit beaucoup. Ça fait partie du débat un peu caricatural sur la jeunesse que des jeunes avec un grand J majuscule, ils veulent plus travailler, ils sont feignants, ils sont un peu impertinents avec leur patron quand il leur demande de faire des trucs, ils sont un petit peu, ils sont enfermés sur les réseaux sociaux, sur les jeux vidéo, enfin voilà, je t'épargne toute la longue liste de gros clichés qu'il y a sur les jeunes. Et en fait, c'est posé un peu comme un des arguments en obstacle, y compris sur le droit de vote. Oui, qu'est-ce que feraient des jeunes de 16 ans? Ils n'y connaissaient rien, pourquoi ils iraient voter, machin. Qu'est-ce que tu aurais à répondre à ça, en gros, à la capacité des jeunes à participer à la vie démocratique, scientifique, etc., etc. Non, alors pour moi sur la question démocratique, je pense qu'il n'y a pas d'âge minimum en réalité. Enfin, nous, on pousse pour avoir un droit de vote à 16 ans. Pour moi, ça devrait être. Enfin, je ne dis pas qu'il faut voter à 3 ans, mais je pense que la question politique doit être au cœur de l'éducation nationale. En fait. Après, oui, ça ne va pas dans leur sens non plus, puisque politiser des gens très jeunes fait que à 16 ans, ils vont être extrêmement conscientisés et extrêmement militants, puisque en fait, la réalité, c'est que quand on est de gauche, c'est juste quand on se confronte en fait aux réalités de la vie. Et quand on est de droite, c'est juste qu'on les ignore et on pense que la main invisible va tout régler. Alors, après, oui, enfin, donc non, pour moi, la question de la participation à la vie démocratique est extrêmement important et je pense sincèrement qu'on n'a pas besoin d'une quelconque compétence pour le faire. Après, sur la question scientifique, évidemment que là, il y a aussi la question de la compétence qui va se poser. Tout le monde ne peut pas expliquer, moi le premier d'ailleurs, hein, mais ne peut expliquer la fission nucléaire et pourquoi ça produit de l'électricité. Je ne sais même pas si c'est la fission ou la fusion d'ailleurs. Mais la fusion, on fait de la recherche dessus. La fission, on maîtrise bien. C'est comme ça qu'on produit de l'électricité décarbonée en France. Ben voilà, donc de la fission nucléaire. Là-dessus, oui, ça paraît logique qu'on a besoin de certaines compétences. Après, pour moi, c'est hyper important, et tout le monde a très bien dit, effectivement, de pouvoir avoir une démocratisation du savoir. Et ça, en réalité, c'est également passé par Internet. Donc, on a beau dire, oui, oh là là, les jeunes sont sur leur téléphone, ils envoient des messages, je sais pas quoi. La réalité, c'est qu'on... Alors, il y a peut-être aussi un côté un peu feignant de notre part, mais à partir du moment où on veut une information, on l'a en 30 secondes. Et même moins d'ailleurs. C'est-à-dire que on peut tout comprendre tout comprendre, j'exagère, mais on peut comprendre le fonctionnement de la fission nucléaire très rapidement via Internet, alors qu'il y a encore quelques dizaines d'années, c'était pas possible. Et après, oui, pour moi, le sens logique de la vie, c'est qu'au fil des années, la charge de travail baisse en fait. Donc c'est pas une question d'être fainéant, c'est que il va de soi que plus on avance dans l'âge de l'humanité, et moins on est amené à travailler. Parce que pas derrière, il y a la robotisation qui se fait, il y a l'intelligence artificielle qui arrive et qui va sûrement révolutionner le monde du travail encore une fois, et ça paraît assez logique. Et il y a 100 ans, on n'avait pas autant de congés qu'on a aujourd'hui. Et c'est normal, c'est pas parce que il y a 100 ans les gens n'étaient pas feignants, mais c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de produire autant quand on est quand on est en fait les ouvriers de ça, on n'a plus besoin de produire autant en fait. Le rapport travail en fait c'est un peu affaibli puisque on passe moi je pense sincèrement qu'on a moins besoin de produire qu'avant et pourtant on produit toujours plus en fait en réalité. Parce que justement on est entre guillemets aidé, et ça marche pas pour tous les métiers évidemment, mais on est entre guillemets aidé par la robotisation et par l'intelligence artificielle. La question que tu soulèves quand tu soulèves cette question-là, moi je la trouve hyper intéressante parce qu'en fait, tu poses pas qu'une seule question, tu en poses plusieurs. Tu poses la question à la production et au travail.
implicitement, tu poses la question de la consommation. Même si tu la formules pas directement, tu poses Et la là-dessus, question il y a des... aussi un énorme problème qui a évolué négativement. Par contre. Là-dessus, Bien oui, c'est sûr, compréhensible, mais effectivement. Ouais. on surconsomme, donc on surproduit. On surproduit, donc on surconsomme. Enfin, on est dans un système qui marche sur la tête, ça c'est clair. Sur la question de l'IA et du rapport aux technologies que tu es en train de poser, moi je pense qu'en fait, il faut aussi beaucoup politiser cette question. Quand tu poses la question de l'IA ou que tu poses la question du rapport à la technologie, en fait, implicitement, ce que tu poses comme question, à mon sens, on peut ouvrir le débat là-dessus, mais ce n'était pas l'objet. Quoique, parce qu'en fait, c'est une vraie question qui est en lien avec la place de l'enseignement supérieur et de la recherche en France et globalement dans le monde. La question qui est posée, c'est celle du rapport au progrès. Est-ce qu'on choisit que le progrès scientifique et technique soit un outil du progrès humain et de l'émancipation humaine? Si on répond oui, et moi, c'est le sens de la réponse que j'aurais envie de faire, hein, bien entendu, oui, le progrès scientifique et technique doit être au service du progrès humain et ne doit donc pas être vécu comme un objet de domination. Si on ne fait pas cet effort, y compris un effort intellectuel pour s'approprier l'outil et le comprendre à minima, on délègue alors à des sachants une forme de pouvoir sur nous, c'est-à-dire celui qui maîtrise la technologie maîtrise l'humain. Et ça, c'est inadmissible. Il ne peut pas, on crée un nouveau rapport de domination qui ne doit pas avoir sa place dans une société émancipée. Et donc, du coup, ou en tout cas dans une société d'individus et une société collectivement émancipée. Moi, j'aime bien ne pas émanciper que la société ou ne pas émanciper que les individus. Je pense que la société étant constituée d'individus, il faut aussi amener leur émancipation. Hein. J'ai peut-être trop lu certaines personnes. Mais je pense que cette question en fait que tu poses, elle est hyper importante. C'est aussi de savoir quel est l'effort qu'on peut produire chacune et chacun, qui est un effort en fait d'esprit critique pour pouvoir interroger le monde dans lequel on vit. J'ai souvent tendance à prendre un exemple un peu caricatural. Moi, je trouve que, et je choisis un exemple caricatural, hein, donc vous pouvez me vouer aux gémonies après ça, j'ai aucun problème. Moi, je suis pas pour ou contre un vaccin. Je suis pas pour ou contre un vaccin. C'est un fait scientifique, un vaccin. C'est un fait, c'est une technologie, ça existe. Là où je peux être pour ou contre, c'est un choix de politique vaccinale. Mais pour pouvoir faire, et pour pouvoir, en tant qu'individu, participer au débat démocratique dans la société, alors j'ai besoin de comprendre les tenants et les aboutissants. Alors, je n'ai pas besoin d'être Louis Pasteur, hein, je n'ai pas besoin d'avoir fait une thèse à l'INSERM. Mais par contre, j'ai besoin d'être en capacité de comprendre ce que vont me dire les gens qui vont me parler de ces différentes politiques vaccinales, des bénéfices et des risques. Quand on parle d'une révision de la loi de bioéthique, moi j'avais particulièrement suivi celle qui a eu lieu en 2019, la France entière a focalisé sur la question de la PMA pour toutes. Mais c'était loin d'être le sujet de bioéthique majeur de cette loi-là. Dans cette loi-là, on a discuté de diagnostic préimplantatoire et de double diagnostic préimplantatoire sur des embryons. On a discuté de tests génétiques et de transmission de l'information génétique. On a discuté dans le cadre de cette loi-là, par exemple, de dons croisés d'organes ou de chaînes de dons d'organes. Ça pose des questions éthiques qui sont des questions qui interrogent profondément l'humanité que nous sommes. Et nous avons besoin, pour pouvoir y répondre et pour pouvoir ne pas être dépossédés de ce débat-là, nous avons besoin en tant que citoyens d'avoir un certain niveau de connaissance et donc d'avoir un certain engagement, y compris à acquérir ces connaissances et pas juste à aller faire un petit article Wikipédia, parce que si juste on lit un article Wikipédia ou qu'on pose la question à ChatGPT et qu'on prend au premier degré la réponse que nous fournit ChatGPT, ben en fait c'est pas satisfaisant. Il faut qu'on soit capable d'avoir un avis critique et d'être capable d'avoir un avis au sens critique des sciences humaines et sociales, hein, c'est-à-dire d'émettre un jugement de fond et de forme sur l'information qui nous est fournie, sur sa source, sur comment elle nous est fournie, dans quel contexte, elle répond à quelles questions qu'on a posées. Et donc, en fait, j'en reviens à mon débat précédemment, en fait, ça pose la question de l'élévation du niveau de connaissance générale dans la société et de mettre à la disposition des gens non seulement la connaissance, mais les outils d'usage de cette connaissance. Et tu as raison, aujourd'hui, avec l'IA,
Google était les prémices, enfin, Google au sens du moteur de recherche, hein. Google était le moteur de recherche de Google était les prémices de cette IA, en fait, de ce chat GPT qui aujourd'hui est dans notre quotidien, de Siri à qui on pose une question, ou de ah mince merde, mon téléphone vient de se lancer. Donc vous savez que j'ai un iPhone. Ouais, voilà, désolé. Et donc en fait, ça pose une question qui est profondément celle de notre rapport au savoir. Et donc, j'en reviens au fait que, quelles que soient les études qu'on fait, et tu avais raison de le rappeler tout à l'heure, Gwen, quand tu parlais des bacs pro, on a besoin d'avoir un socle de connaissances généralistes qui nous permet d'avoir cet esprit critique. Pour moi, la démocratie, elle naît de ça. Elle naît de ce rapport à la critique, à l'interrogation. Il y a Jean-Pierre Kahn qui avait fait j'aime beaucoup Jean-Pierre Kahn qui était donc un grand mathématicien français et un membre du Parti communiste français, qui a écrit, alors j'ai plus la citation exacte en tête, mais qui écrit dans les années 80 que nous n'avons pas besoin d'être spécialistes de tout, nous avons besoin d'avoir une connaissance sur les grands enjeux du monde, mais également d'avoir une connaissance et d'être capable d'acquérir les connaissances générales pour comprendre les mouvements des grands repères du monde et des grandes questions qui se posent dans le monde. Et donc je crois que c'est ça qu'il faut qu'on repositionne et qu'il faut qu'on réinterroge. J'avais 2 remarques là-dessus. La première, c'était que du coup, quand vous parlez, je sais même plus, je pense que vous avez tous les deux parlé, quand vous parlez de la nécessité de développer l'esprit critique, parce que ce que disait aussi tout à l'heure Gwen, l'accès à la connaissance est de plus en plus facile. Au final, maintenant, c'est presque... bien sûr, il est absolument essentiel que les jeunes puissent collectivement appréhender des connaissances générales grâce à l'école. Et voilà, c'est pas parce que Internet permet une diffusion bien plus importante des connaissances qu'il faut arrêter ça. Mais par contre, l'enjeu critique, de plus en plus critique, au fur et à mesure que les connaissances sont accessibles via Internet et avec l'intelligence artificielle, etc., l'enjeu de plus en plus critique à l'école, c'est justement le développement de l'esprit critique et les premiers pas dans la démocratie, quoi. Et dans l'action démocratique, dans le débat démocratique, etc. Parce que au final, c'est ce qui fait la différence de l'école par rapport à Internet, au final. C'est de pouvoir appréhender ces connaissances-là dans un cadre collectif, avec des professeurs qui sont là pour t'accompagner. Et du coup aussi de pouvoir développer ce regard critique, pas dans le vide, parce qu'en fait, un regard critique, ça s'acquiert pas comme ça. Il n'y a pas un cours de... Enfin, à part, tu peux lire Marx pour comprendre c'est quoi le matérialisme dialectique, mais à part ça, c'est pas quelque chose que tu apprends dans un manuel, l'esprit critique. C'est aussi grâce au débat démocratique et au débat d'idées que tu développes ça. Et donc, du coup, ce dont tu parlais tout à l'heure sur le besoin qu'il y ait plus de démocratie, y compris potentiellement poser le droit de vote des jeunes. Enfin, moi, je pense que c'est quelque chose auquel je suis pas fermée, quoi. Je trouve que c'est un débat hyper intéressant. Et l'autre chose sur laquelle je voulais rebondir, c'est que en fait tu disais tout à l'heure que en fait juste effectivement quand un travail nous paraît complètement absurde ou quand il y a un travail nous paraît même contre-productif, on n'a pas forcément envie de le faire, mais c'est pas être feignant que de positionner comme ça, c'est juste un rapport rationnel aux choses et de vouloir consacrer son temps à des choses qui sont utiles. Ça pose la question de la baisse du temps de travail déjà, t'en parlais avec les congés payés, etc. Mais ça pose aussi de plus en plus la possibilité pour l'humanité d'accéder à un niveau supérieur, à une nouvelle manière de s'organiser qui permet justement de délaisser de plus en plus de tâches qui en fait peuvent être déléguées à des robots ou à l'intelligence artificielle, etc. Mais après, il y a l'enjeu que tu pointais, Aurélie, de comprendre ce dont il est question et ne pas juste être dans la délégation pure, mais comprendre les mécanismes qui sont derrière. Mais en tout cas, ça ouvre énormément de possibilités pour l'humanité, quoi. Parce que, on n'a jamais été aussi près de pouvoir développer l'humanité d'une manière qu'on n'a jamais. Moi, je vais te poser une question, je vais te renvoyer la question sur un sujet qui est pour le coup un peu touchy.
Mm. Tu as énormément de recherches qui sont menées aujourd'hui sur la question de l'intelligence artificielle et de la reconnaissance d'images, en particulier pour le diagnostic médical. Ça pose des questions éthiques énormes. Est-ce que tu préfères déléguer ou faire le choix social, hein, mais il faut qu'on le mette sur la table. Est-ce qu'on fait le choix de déléguer intégralement à une IA et à une machine cette question-là, ou est-ce qu'on choisit d'avoir quand même des humains qui sont capables de suppléer, de contrôler la machine? Pas seulement de la programmer, mais vraiment de comprendre quels sont les enjeux qu'il y a derrière, et y compris de faire avancer la machine. Et même, genre, on va pas remplacer des infirmières, par exemple, ou des infirmiers. C'est ça. Mais on ne pourra jamais remplacer les médecins non plus. C'est clair. On ne demandera, peut-être qu'un jour on le fera, mais aujourd'hui on n'est pas en état de demander à une IA de gérer une centrale de production d'électricité. Mais c'est pas des métiers qui sont censés être aliénants, genre ils le sont pour plein de raisons, parce ils le sont pour plein d'autres raisons. Gens, mais est-ce qu'on choisit quel est le... Est-ce qu'il n'y a pas certains... Il y a un certain type de domaine où il faut quand même avoir une interrogation collective sur ce qu'on remet à la machine. Je pense qu'on est vraiment à l'aube d'une révolution. On est à l'aube d'une révolution qui nous dépasse aujourd'hui. Nous n'en mesurons pas encore. Et sans fantasme, sans rien. C'est-à-dire, j'insiste bien sur le fait que c'est une révolution que nous ne sommes pas en mesure de mesurer aujourd'hui. Une révolution que nous apportent les sciences et les techniques, sur tout un tas de sujets. Je pense que les nouvelles technologies de l'information et de la communication nous interrogent, les questions de l'IA nous interrogent, les enjeux climatiques et écologiques que le mode de fonctionnement capitaliste a développé aujourd'hui nous interrogent aussi. Et on a besoin de pouvoir mener un débat serein, mais aussi de former des gens. Et c'est effectivement des métiers qui sont beaucoup moins aliénants. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai fait de la mise en rayon dans un supermarché pour payer mes études. C'est hyper difficile comme travail. On rentre le soir, on est cassé physiquement, on est cassé moralement parce que c'est un travail répétitif. Et en même temps, il faut qu'on ait des espaces pour pouvoir avoir ces discussions-là. Il faut que tous ces gens, aujourd'hui, faut qu'on puisse toutes et tous, de la position qui est la nôtre, pouvoir intégrer les enjeux de ce débat, y participer, pouvoir engager toute cette dimension-là et ne pas la déléguer, quand bien même je suis très respectueuse de l'Assemblée nationale et du Sénat en tant qu'institution, et ne pas déléguer à un petit nombre de gens ces grandes décisions qui sont structurelles pour nous, mais qui sont structurelles pour toute l'humanité. Donc, face à cette révolution qui s'annonce à nous, quelle est notre position? Quelle est notre analyse critique? De quels outils nous dotons-nous pour éveiller les consciences, pour politiser cette jeunesse qui aura, elle, les mains dans le cambouis de cette révolution-là? Moi, quand j'avais l'âge de Gwen, il y a 20 ans, je ne sais pas quel âge tu as, ça doit faire à peu près 20 ans. Quand j'avais ton âge, on me disait le changement climatique, toi tu ne le connaîtras pas, ça sera tes petits-enfants. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, le changement climatique, c'est une réalité. J'ai les mains dans le cambouis des politiques publiques qu'il va falloir mettre en œuvre pour y répondre à l'échelle d'un territoire comme la ville de Marseille. Comment est-ce qu'on travaille avec nos universités? Comment est-ce qu'on travaille avec nos écoles pour produire des politiques publiques qui sont nourries de la recherche et qui sont implantées sur un territoire? Et bien, en fait, cette question-là, il faut se la poser à toutes les échelles. Je sais pas si je crois que j'ai un peu digressé, mais c'est pas grave. Non, c'est très bien. Tu voulais rajouter quelque chose, Gwen, sur cette discussion-là? Non, mais pour moi, effectivement, on va arriver à un moment où, avec la robotisation et l'intelligence artificielle, il y a, pour moi, en fait, je pense qu'il y aura même, il y aura une révolution générale, et une révolution, je parle vraiment d'un changement majeur, mais pas d'une révolution comme ce qu'on pourrait entendre comme au Chili, en France, ou je ne sais où. Mais à la fois juridique, puisque il y a quand même des questions qui vont devoir se poser. Je sais pas, moi, sur une Tesla qui se conduit toute seule et qui écrase une grand-mère, qui est responsable? Actuellement, personne ne sait qui est responsable. Si c'est la personne qui a programmé la machine, si c'est Tesla qui est responsable, si c'est le conducteur mais qui n'a pas conduit, personne ne sait. Ou alors si c'est la grand-mère, ce qui serait plus étonnant.
Et du coup, là-dessus, il y a des questions qui vont devoir se poser. Et là-dessus, il faut qu'il y ait des juristes qui soient compétents. Et d'où l'intérêt de pouvoir former des juristes qui pourront répondre à ces questions. Il y aura aussi une révolution sociale sur savoir comment on fait, parce que la plupart des métiers qui vont être transformés en robots, je ne sais pas comment on dit ça, mais ça va surtout être des métiers précaires en fait aujourd'hui. Tu parlais de la mise en rayon, c'est un métier qui risque d'y passer en réalité. Pareil dans les entrepôts Amazon, il y a énormément de choses comme ça qui vont changer et savoir, enfin, ces personnes-là, alors certes, le fait que le métier en lui-même soit robotisé, pourquoi pas, mais enfin, par derrière, il y a des humains qui travaillent et qu'est-ce qu'on fait? Ouais, enfin, qu'est-ce qu'on leur donne comme possibilité? L'objectif n'est pas de leur imposer quoi que ce soit, ni même de leur dire bon, bah, tu as fait de la mise en rayon, maintenant tu vas faire autre chose. Mais c'est, en fait, il faut faut leur donner le choix, c'est hyper important. Et Il y a là aussi la question de la répartition des richesses qui sont produites. Hein. Bien sûr, Parce que et d'où une grande l'intérêt partie de de pouvoir la taxer réponse. de pouvoir taxer les robots. L'intérêt de pouvoir taxer des robots, parce que le prix d'achat d'un robot va être très cher, mais après, pour le patronat, c'est génial. C'est quelque chose qui bosse 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et qui fait pas grève. C'est formidable pour eux. Ils vont être très contents, mais maintenant, ils peuvent pas tout gagner d'un coup. D'où l'intérêt de pouvoir taxer ça massivement pour ensuite pouvoir mettre de l'argent dans le service public, dans l'éducation, former des gens, des citoyennes des citoyens éclairés et de pouvoir ouvrir des postes là où il faudra. Et actuellement, je ne saurais pas vous dire où est-ce qu'il en faudra, mais on aura besoin évidemment de continuer à avoir des travailleuses et des travailleurs. Sur la question de l'intelligence artificielle, je vous invite à lire le dernier, je crois que c'est le dernier numéro du magazine Silo. De Je crois quoi? que c'est l'avant-dernier, c'est le numéro 13. C'est l'avant-dernier, bon c'est le numéro de septembre, non d'octobre. Il est sorti début octobre, ou fin septembre, enfin bref. En tout cas, il y a un numéro du magazine Silo qui est sorti sur la question de l'intelligence artificielle. Je dis ça parce qu'Aurélie a écrit un article dedans. Aussi un autre copain de Nos Révolutions, Hugo, qui a écrit aussi un article à l'intérieur. Enfin bref, c'est de manière générale les articles qui sont écrits, enfin qui ont été publiés dans ce magazine, ils sont très intéressants et ils poursuivent un peu notre discussion sur la question de l'intelligence artificielle. Voilà, ça fait déjà maintenant 1h45 qu'on discute. Moi, personnellement, je pourrais encore discuter pendant 1 heure avec vous. Je sais pas vous, mais je suis beaucoup moins fatiguée que d'habitude. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé que cette discussion était vachement fluide et tout. Donc, je vous remercie beaucoup pour ça. Peut-être, est-ce que vous avez encore des choses à aborder, même pas forcément en lien avec ce qu'on a dit, mais une question qui vous a voilà, interpellé ces derniers jours, dernières semaines que vous voulez partager avec nous ou pas du tout et vous êtes fatigué de cette discussion. Non, pas du tout. La discussion était hyper intéressante. Enfin, moi, du coup, je retiens en fait une chose de cette discussion que je trouve hyper stimulante. C'est qu'en fait, tout le long, on a parlé de démocratie. On a parlé d'une envie de s'engager et de construire en fait à partir de la réalité. Et je crois que ça, c'est quand même hyper intéressant, quelle que soit la réalité dont on a parlé, puisqu'on a parlé des universités, des écoles, de Parcoursup, de la vie des lycéens, de la vie des étudiants. Enfin, je pense qu'on pourrait encore en parler tous les trois pendant des heures. Et en fait, cette question de la démocratie qu'on a beaucoup traitée ce soir, c'est moi une question qui me taraude dans ma place d'élu, c'est comment est-ce qu'on laisse le plus de place possible à nos concitoyens et nos concitoyennes pour être les acteurs des politiques publiques qui les concernent, et pas seulement dans une place d'élu qu'on arrache dans le rapport de force, mais vraiment comment est-ce qu'on reconnaît dans le quotidien et comment est-ce qu'on laisse une place dans le quotidien à la construction avec les citoyens et les citoyennes des politiques qui les concernent et qui les touchent au quotidien. Donc hyper intéressant. Top Anaïs, merci de l'invitation. Mais en vrai, juste pour réagir rapidement sur ce que tu viens de dire, moi, je pense sincèrement qu'aujourd'hui, on a des classes régnantes qui sont au pouvoir et oui, voilà, on a des classes régnantes et de pouvoir imposer notre vision de société, c'est quelque chose qui est aujourd'hui impossible. Et d'où l'intérêt de pouvoir instaurer un rapport de force aujourd'hui contre ces personnes qui, en fait, n'ont pas envie de voir une classe autre que la leur se politiser et demander des choses, tout simplement. Et donc là, l'intérêt est de pouvoir conscientiser les masses
Et là-dessus, enfin, je sais pas s'il faut en parler maintenant ou non de la lecture que vous souhaitez donner, mais parce que Vas-y, bah très bien, c'est ce que je voulais vous demander après, donc mais n'hésite pas. Si c'est le manifeste du et parti communiste, c'est très prévisible, je tiens à le dire. Non, je rigole. non, pas du tout. Je rigole en plus. Même pas. Et non, et en fait, et là-dessus, enfin, la mobilisation, ça passe par plusieurs choses. Et nous, le blocus, c'est quelque chose qu'on plébiscite énormément, parce qu'en fait, on parle de 300, 400 personnes qui sont devant nous en train de nous écouter, où on peut faire passer des messages très forts. C'est ce qu'on a fait avec la réforme des retraites, où on disait, bon, bah voilà, bah là, tu vas voir toi, ta mère qui va devoir rentrer à 21h et qui va devoir mourir au travail. Toi, ton père, ça va être pareil. Enfin, je dis ça de façon pas très jolie, mais enfin, c'est ça la réalité de la réforme des retraites. Hein. Et, euh, et là-dessus, et en fait, entre ces discours politiques extrêmement importants qui permettent de mobiliser et ensuite de pouvoir amener ces gens à la manifestation, on avait en fait des actions plus joyeuses en fait. En réalité, on avait des concours de chant, on avait des gens qui dansaient, etc., etc., etc. Et cette théorie-là, c'est la théorie de la logique de l'action collective de Olson, qui est le livre des Italiens, et qui explique extrêmement bien ça, en fait, de pouvoir mettre en place des choses pour ne pas seulement ramener les gens qui sont politisés. Parce que c'est un des problèmes de la gauche aujourd'hui, c'est que parfois on parle que à des gens qui sont extrêmement politisés et extrêmement militants. Or, si on s'adresse que à ces gens-là, effectivement, on ne va pas gagner. Il faut parler à tout le monde, notamment les abstentionnistes, qui nous sont des abstentionnistes en devenir, on va dire, de pouvoir les ramener en train de dire non, c'est pas seulement un délire de la gauche ou je ne sais quoi, c'est une vraie vision que tout le monde peut être accueilli et petit à petit, en fait, on amène les gens vers un militantisme concret et quotidien, mais ça, on ne peut pas leur imposer directement. Il faut que ça passe par les blocus et par ces actions collectives qui leur permettent de venir avec leur famille, etc., etc. Merci beaucoup pour ton conseil. Je vais noter ça en relisant, enfin en réécoutant le live, parce que là j'ai rien pour noter. Mais merci beaucoup. Et toi Aurélie, t'as une suggestion littéraire ou de série ou d'expo, peu importe. En fait, je pourrais vous faire une très longue liste de livres à lire. Étant une lectrice assez assidue, je pourrais vous faire beaucoup de propositions. Je pense que compte tenu de la discussion d'aujourd'hui, je vous invite à découvrir les ouvrages de Lucien Sèvres. À titre personnel, mais vous l'avez compris, un rapport à la question du savoir et aux questions de bioéthique, qui sont des questions que j'ai un peu travaillées, plus particulières, et donc j'aime beaucoup pour une critique de la raison bioéthique qu'il a rédigé il y a quelques années de ça, et qui est un texte absolument lumineux qui ouvre plein de réflexions sur le rapport à la science dans une perspective matérialiste. Et je crois que ça fait partie des choses importantes. Alors, je ne sais pas si je dois le dire, mais j'ai moi-même utilisé beaucoup le concept de blocage de campus et de lycée quand j'ai été dans ta position. Et je crois beaucoup à la question du rapport de force. C'est essentiel, y compris pour la prise de pouvoir dont on a parlé dans cette discussion. La prise de pouvoir, c'est quelque chose d'essentiel, et quand on est de gauche, on doit viser le pouvoir pour pouvoir transformer le monde. La question qu'il faut aussi qu'on se pose, c'est quand on est aux responsabilités, comment est-ce qu'on fait pour ne pas être enfermé dans l'institution et ne pas être isolé. Et donc je crois que la question du rapport entre les élus et les citoyens, elle est aussi centrale dans cette question de la démocratie, particulièrement quand on est un élu de gauche, et particulièrement quand on veut porter des transformations sociales majeures. J'aime bien l'idée qui existe aujourd'hui de dire qu'il existe des communismes et du communisme déjà là. Et comment est-ce qu'on en construit des nouveaux, et comment est-ce qu'on se sert de ces rapports de force qu'on a pu instaurer pour prendre des positions de pouvoir, pour renforcer ces dynamiques et ces déjà-là qui sont des points d'appui pour la révolution. Normalement, je voulais pas faire de... Enfin, c'est pas que je voulais pas en faire, c'est que je vous demandais surtout à vous... Mais je vais aussi vous faire une recommandation. Mais avant ça, j'aimerais juste redire ce que vous avez dit. Donc voilà, je suis totalement d'accord. Par rapport au déjà là communistes, la problématique dans laquelle on est en ce moment, c'est qu'ils sont très violemment remis en question par la bourgeoisie. Et que du coup, effectivement, si on veut pouvoir les développer, les poursuivre, et y compris développer les communs du communisme dans toute la société, il va falloir, comme tu disais Gwen, prendre le pouvoir. Et moi, je suis totalement d'accord, et c'est une question qu'on se posait beaucoup, qui se pose tous les jours sur la question des formes de l'engagement, comment tu permets à des gens qui n'ont pas forcément un rapport au militantisme
anciens ou juste qui commencent à s'intéresser à la politique et qui ont un peu l'impression que c'est pas pour eux. Je pense que la question effectivement des formes du militantisme, elle doit se poser et on doit se remettre en question sur la manière dont on s'engage, dont on milite et tout. Mais je pense que la question centrale, c'est en fait les gens ils se déplacent pas si ça sert à rien. Les gens ils s'engagent pas si ça sert à rien. Et donc c'est vraiment la question de la prise de pouvoir dont tu parlais qui importe quoi. En fait si on pose pas la question de la prise du pouvoir et si on la pose pas sur des bases radicales de changement de société, de transformation collective, alors, les gens ils ont rien à faire, hein. Ils vont pas se déplacer parce qu'ils ont autre chose d'autre à faire de leur journée. Enfin voilà, si c'est pour perdre du temps, juste ils vont pas. Et c'est normal, et en fait juste c'est preuve d'intelligence, juste. Donc je trouve que c'est une preuve de mépris, y compris de dire ouais faut repolitiser les gens, ils sont pas assez intéressés machin. Non, les gens ils sont très intéressés, mais c'est juste qu'en fait ce que tu as à leur proposer c'est pas de transformer le monde, donc juste ils en ont rien à faire de toi. Enfin pour le dire dans des termes un peu crus et un peu brutaux, mais voilà, et du coup Enfin, c'est aussi la conclusion un peu vers laquelle on se dirigeait. Je voulais la formuler dans ces termes-là parce que vraiment, je trouve qu'à gauche, on a tendance à mépriser beaucoup les gens et à dire quoi, il faut repolitiser telle ou telle banlieue, tel ou tel quartier, telle ou telle classe sociale. Mais non, c'est pas à nous de donner des leçons aux gens, c'est à nous d'être à la hauteur des attentes des gens et de proposer de transformer le monde et pas juste de s'inventer. Bref, je sais pas comment je voulais finir cette phrase, mais voilà, c'était en tout cas ce que je voulais dire. Voilà, je sais pas, enfin je pense qu'on a un peu fait le tour encore une fois. Si vous avez encore quelque chose à dire, n'hésitez pas à m'interrompre maintenant. Et sinon, je vous remercie beaucoup pour cette discussion qui m'a fait beaucoup de bien. J'ai énormément aimé discuter avec vous. J'espère que le chat C'est aussi, réciproque. Ouais, chouette. merci beaucoup, hein, vraiment pour l'invitation. Trop bien. De toute façon, j'espère qu'on aura l'occasion de rééchanger à l'avenir ensemble. Il y a des remerciements également dans le chat. Choura qui vous dit merci beaucoup. Voilà, on va s'arrêter là pour ce soir, mais encore une fois, on sera possiblement amené à rediscuter plus tard. Et moi, je vous retrouve mardi prochain pour un nouvel entretien qui n'a pas encore été fixé, donc je ne peux pas encore vous donner le sujet, mais c'est un peu un petit teasing. Mais voilà, on se retrouve la semaine prochaine, comme tous les mardis, à 19h ou à 20h selon la disponibilité de l'invité. Et puis voilà. Voilà. Passez une très bonne soirée. Et puis je vous remercie encore.